J'ai vendu mon entreprise pour 60 millions d'euros et j'ai décidé de fêter ça avec ma fille et son mari. Nous sommes allés dans le restaurant le plus cher de la ville. Lorsque je me suis éloigné pour répondre à un appel téléphonique, un serveur s'est approché de moi et m'a dit « Il semble que votre fille ait versé quelque chose dans votre verre. » Je suis donc retourné et j'ai échangé nos verres. 15 minutes plus tard. Je venais de vendre mon entreprise de biotechnologie, Apex Biodyn, pour 60 millions d'euros. Pour fêter ça, j'ai invité ma fille unique, Emily, et son mari, Ryan Ford, à l'Orangerie, le restaurant le plus cher de la ville. Je me suis éloigné de la table pour prendre l'appel confirmant le virement bancaire. Quand je me suis retourné pour y retourner, un jeune serveur m'a bloqué le passage. Il était terrifié. « Monsieur Shaw », a-t-il murmuré, « j'ai vu votre fille. Quand votre gendre vous a distrait, elle a sorti une petite fiole de son sac à main et a versé une poudre dans votre vin. » Mon sang s'est glacé, mais je suis resté calme. Je suis retourné à la table, j'ai accidentellement renversé un verre d'eau et, dans la confusion, j'ai échangé mon verre avec celui d'Emily. 15 minutes plus tard, ses yeux se sont révulsés et elle s'est effondrée. Avant que je vous raconte exactement ce qui s'est passé dans ce restaurant, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et cliquez sur les boutons j'aime et s'abonner si vous croyez que parfois les personnes les plus proches de vous sont celles que vous connaissez le moins. Mon nom est Peter Shaw. J'ai 68 ans et depuis 3 ans, je suis veuf. Ces 60 millions d'euros n'étaient pas juste un chiffre. C'était le résultat de 40 ans de ma vie, commencé dans un garage loué à Palo Alto avec 2 employés et un rêve. Malgré le succès, je n'ai jamais changé. Je vis toujours dans la même maison de plain-pied à 3 chambres que j'ai achetée avec ma défunte femme, Laura. Je conduis toujours une berline de 7 ans. Laura, c'était elle l'intelligente. Elle voyait le monde avec une clarté qui me manquait souvent. Et elle n'a jamais, pas une seule fois, fait confiance à Ryan. Il ne regarde que ton carnet de chèques, Peter, m'avait-elle prévenu, de sa voix douce mais ferme. Il ne voit pas Emily. Il voit un filet de sécurité. Je balayais toujours ça d'un rire. Il l'aime, Laura. Il est juste ambitieux. Comme je me trompais. Laura est partie depuis 3 ans, et ces mots résonnent dans ma tête chaque fois que je le vois. Emily et Ryan vivent une vie que je ne comprends tout simplement pas. Ils conduisent des voitures de luxe dont les mensualités coûtent plus cher que ce que mon prêt immobilier n'a jamais coûté. Ils parlent de clubs dont je n'ai jamais entendu parler et de vacances dans des endroits que je n'ai vus que dans des magazines. Ryan a une vague entreprise d'import-export, mais je suis un homme de chiffres. Je sais qu'il est criblé de dettes. J'ai vu les lettres livrées par erreur chez moi. Ma fille, mon Emily, elle a changé après la mort de Laura. Elle est devenue distante, sur la défensive, comme si elle le protégeait de moi. Mais il y a 6 mois, lorsque la nouvelle de l'acquisition d'Apex Biodyn a commencé à fuiter dans les journaux financiers, ils sont soudainement devenus présents. Papa, laisse-nous t'aider avec tes dossiers. Tu ne devrais pas gérer toute cette paperasse tout seul. Papa, es-tu sûr que tes investissements sont correctement configurés pour la transition? Ryan s'y connaît beaucoup. J'étais si seul, si désespéré de retrouver le lien que j'avais perdu, que j'ai accueilli leur intérêt soudain. J'ai confondu leur cupidité avec de l'affection. Ce soir, à l'Orangerie, cette affection était étouffante. Le restaurant était un palais de cristal et de lin blanc. Nous étions à la meilleure table, avec vue sur les lumières de la ville. Papa, tu es une légende, a dit Ryan en levant son verre d'eau à 20 €. À toi, l'homme qui a tout bâti à partir de rien. Emily a renchéri, son sourire aveuglant. Nous sommes si fiers de toi, papa. Mais leurs yeux n'étaient pas fiers. Ils étaient affamés. Ils me regardaient comme si j'étais un ticket de loterie gagnant. Ils étaient enfin prêts à l'encaisser. Alors, papa, dit Ryan, se penchant avec ce charme mielleux familier. Avec l'entreprise officiellement vendue, qu'advient-il de toute cette infrastructure, des routes maritimes, de tous ces conteneurs climatisés? C'était une question étrange. Je suis dans la biotechnologie. Nous expédions des composés médicaux sensibles et fortement réglementés. Ce n'est pas comme expédier des baskets. Tout fait partie de l'acquisition, Ryan, dis-je lentement. La nouvelle société reprend tous les actifs. Pourquoi? Il a juste haussé les épaules, prenant une gorgée de son vin. Juste curieux. Ça semble être un gaspillage de bonne logistique. C'est alors que mon téléphone a vibré.
L'identifiant de l'appelant indiquait « Bon cas Suisse ». La confirmation finale. Je me suis excusé. Je dois prendre cet appel. En m'éloignant, j'ai vu Ryan et Emily échanger un regard que je n'ai pas pu déchiffrer. Un regard d'anticipation. Je suis sorti dans le grand hall au sol de marbre. L'appel a été bref, professionnel et a changé ma vie. Monsieur Shaw, nous pouvons confirmer que les 60 millions d'euros ont été crédités. Félicitations, monsieur. J'ai raccroché. J'ai senti le poids de 40 ans se lever de mes épaules. J'étais libre. Je pouvais prendre ma retraite. Je pouvais enfin voyager. Je pouvais. Je me suis retourné et c'est là que j'ai vu le jeune serveur. Il était jeune, peut-être 24 ans. Son uniforme était impeccable, mais ses mains tremblaient si fort qu'il pouvait à peine tenir son plateau vide. Monsieur Shaw, a-t-il répété, sa voix à peine un murmure. Je m'appelle Evan. Je suis désolé de vous déranger, monsieur. Je suis nouveau ici, mais je dois vous dire quelque chose. Je suis un homme qui a dirigé une entreprise de plusieurs millions d'euros. J'ai fait face à des OPA hostiles, à de l'espionnage industriel et à des révoltes d'actionnaires. Je sais lire les gens. Ce gamin ne mentait pas. Il était terrifié. Qu'y a-t-il, Evan, ai-je demandé, ma voix calme. Monsieur, je remplissais les verres d'eau au poste de service juste derrière votre table. Votre gendre? Il a montré ce grand tableau sur le mur du fond. Il a posé une question à voix haute à votre fille sur l'artiste. C'était étrange. Ça semblait mis en scène, comme s'il s'assurait que vous regardiez ailleurs. Mon sang se transforma en glace. Mon souffle se coupa dans ma gorge. Continuez, dis-je. Au moment où vous avez tous les deux détourné le regard, votre fille, elle a été rapide, monsieur. Vraiment rapide. Elle a sorti une petite fiole en verre brun de son sac. Elle a dévissé le bouchon et a versé une fine poudre blanche dans votre verre de vin. Puis elle l'a remué juste une fois et a remis la fiole dans son sac. Ça a pris 2 secondes, peut-être 3. Une poudre blanche, pas un liquide, conçu pour se dissoudre. Mon esprit s'emballa. Qu'est-ce que c'était? Un poison pour me tuer ici, dans un restaurant bondé avec des témoins? C'est désordonné. C'est traçable. C'était autre chose. C'était quelque chose de clinique. J'ai regardé Evan droit dans les yeux. Les siens étaient écarquillés de peur. Êtes-vous absolument certain d'avoir vu cela? Il déglutit difficilement, hochant la tête. Oui, monsieur. À 100%. J'ai vu la fiole. Elle l'a cachée dans sa serviette juste après, mais je l'ai vu la mettre dans son sac quand vous vous êtes levé pour prendre votre appel téléphonique à l'instant. C'est pourquoi je devais vous arrêter. Ce gamin venait de me sauver la vie. J'ai fouillé dans mon portefeuille. J'ai sorti une liasse de billets. C'était 500 €. Evan, dis-je en plaçant l'argent dans sa main. Ses yeux s'écarquillèrent. Vous n'avez rien vu. Vous terminerez votre service. Vous rentrerez chez vous. Vous ne parlerez jamais de cela à personne. Mais vous venez de me sauver la vie. Si jamais vous avez des ennuis ou si vous avez besoin d'un travail, vous appelez ce numéro. Je lui ai tendu ma carte personnelle. Celle où il n'est pas écrit PDG. Monsieur, je ne peux pas. Allez-y, dis-je, ma voix ferme. Et merci. Il a disparu. Je suis resté seul dans le hall pendant 10 secondes. La rage était une chose physique, un fer chaud dans mes entrailles. Ma propre fille, mon Émilie, ma petite fille. Mais la rage n'avait pas le contrôle. C'est le PDG qui l'avait. J'ai lissé ma veste de costume. J'ai composé mon visage en un masque de légère distraction. J'ai pris une profonde inspiration et je suis retourné à la table. Je me suis assis. L'odeur de la nourriture chère, de l'huile de truffe, des coquilles Saint-Jacques poêlées m'a soudainement rendu malade. Tout va bien, papa, a demandé Émilie. Son sourire était si éclatant, si radieux. C'était le sourire d'un prédateur qui venait de poser un piège parfait. Juste le travail, dis-je en agitant la main d'un air dédaigneux. Les avocats trouvent déjà des détails à régler suite à la vente. J'ai pris mon verre de vin. Son verre de vin. Maintenant, bien qu'elle ne le sût pas, non, je l'ai reposé. Pas encore. Je devais être sûr.
J'ai regardé mon verre, le cabernet d'un rouge profond. Il avait l'air parfait, intact. Mon esprit est revenu en arrière. Le commentaire d'Émilie de la semaine dernière. Papa, tu as été si oublieux ces derniers temps. Tu as manqué notre réservation de dîner mardi. Je ne l'avais pas manqué. Il l'avait annulé et m'avait dit que je m'étais trompé de jour. Je me suis souvenu du commentaire de Ryan il y a juste 2 jours. Peter, tu sembles confus. Es-tu sûr que tu vas bien pour gérer tout cet argent tout seul? Tout s'est emboîté. Ce n'était pas du poison. C'était une incapacitation. La poudre n'était pas destinée à me tuer. Elle était conçue pour simuler un AVC, pour créer une confusion soudaine et terrifiante, pour me faire passer pour quelqu'un qui avait perdu la tête juste après avoir obtenu 60 millions d'euros. Il voulait me faire déclarer incompétent. Je devais faire l'échange. Ryan racontait une longue et ennuyeuse histoire sur l'une de ses affaires d'importation, quelque chose sur des textiles de Turquie. Émilie était suspendue à ses lèvres, les yeux pétillants, jouant le rôle de l'épouse adoratrice. Ils étaient si occupés à jouer la comédie pour moi. Ils ne me regardaient pas vraiment. J'ai attendu. J'avais besoin d'un moment de distraction. Le serveur, pas Evan, un autre, est venu remplir nos verres d'eau. C'était mon moment. Alors que le serveur tendait la main vers le verre de Ryan, j'ai accidentellement secoué mon bras, mon coude heurtant solidement le verre d'eau plein de Ryan. « Oh, mon Dieu !» m'exclamai-je. Peter, franchement, a lâché Ryan en sautant en arrière alors que de l'eau glacée inondait la nappe blanche et coulait sur son pantalon à 1000 €. Ce fut le chaos pendant 5 secondes. Émilie a halté. « Papa !» Ryan a juré entre ses dents, attrapant sa serviette. Le serveur s'est précipité avec d'autres serviettes, s'excusant profusément. Dans ces 5 secondes de chaos, mes mains ont bougé. C'était un mouvement simple et fluide que j'avais répété dans ma tête une 12aine de fois en revenant du hall. Ma main droite a pris mon verre contaminé. Ma main gauche a pris le verre propre d'Émilie. Je les ai déplacés tous les deux pour les écarter du déversement. Et quand je les ai reposés, ils étaient inversés. C'était fait. Je suis vraiment désolé, Ryan, dis-je en tamponnant la table avec ma propre serviette. Je suppose que je suis un peu fatigué. Ma vieillesse me rattrape. C'est bon, papa, dit Ryan en se reprenant. Il a partagé un regard complice et triomphant avec Émilie. Il pensait que ma maladresse était le premier signe. Il pensait que leur plan fonctionnait. Il n'avait aucune idée. Le serveur a fini de nettoyer le désordre et est parti. La tension avait disparu, remplacée par leur anticipation suffisante et prédatrice. J'ai pris mon verre, le verre propre original d'Émilie. Eh bien, dis-je en le levant bien haut. Malgré ma maladresse, je veux porter un toast. Ils ont tous les deux levé leur verre. Émilie tenait mon verre original, celui contenant la poudre qui était censée détruire mon esprit. À la famille, dis-je en regardant directement dans les yeux d'Émilie, et au fait d'obtenir tout ce que vous méritez. À la famille, a fait écho Émilie, souriant de ce brillant faux sourire. Elle a pris une grande gorgée assurée. Les 15 minutes suivantes furent les plus longues de ma vie. J'ai mangé mon steak, ou plutôt, je l'ai déplacé dans mon assiette. J'ai écouté Ryan se vanter d'une expansion européenne qu'il prévoyait, avec mon argent, je suppose. Et j'ai observé Émilie. Ça a commencé soudainement. Elle a cligné des yeux fortement, comme pour essayer de dissiper un brouillard de sa vision. Ryan, murmura-t-elle, l'interrompant en pleine phrase. Chérie, les lumières, elles semblent très vives. Ryan a gloussé, agacé d'être interrompu. C'est l'orangerie, ma chérie. Tout est lumineux. Comme je le disais, le marché de Berlin est. Non, dit Émilie. Sa voix était plus pâteuse. Elle a mis sa main sur sa tempe. Ses mots ont commencé à s'empâter. J'ai le vertige, Ryan. Je ne me sens pas bien. Le sourire de Ryan s'est effacé. Il avait l'air confus. Ses yeux se sont portés sur moi, puis de nouveau sur elle. Émilie, arrête de jouer. Tu n'as bu qu'un verre de vin. Je ne joue pas, a-t-elle essayé de crier, mais c'est sorti comme un marmonnement. Elle a essayé de se lever, repoussant sa chaise avec un grincement. La pièce, elle tourne. Ses yeux se sont révulsés dans sa tête. Elle s'est affaissée sur le côté,
son corps heurtant le siège en velours moelleux avec un bruit sourd. Ses bras ont commencé à trembler, une petite et faible convulsion. Ryan est resté figé dans une panique pure et sans mélange. J'ai laissé tomber ma serviette et je me suis levé, mon visage un masque de terreur paternelle. Oh mon Dieu, Émilie! Que quelqu'un appelle le 911. J'ai laissé le silence s'installer pendant 3 longues secondes. Tout le restaurant, une salle construite sur des tons feutrés et le cliquetis du cristal cher, était maintenant d'un silence de mort. Tous les yeux étaient tournés vers notre table. Ryan regardait sa femme, la bouche entr'ouverte, son esprit ne traitant clairement pas son effondrement, mais l'effondrement de son plan. Il ne se dirigeait pas vers elle. Il ne criait pas. Il était figé. C'était mon signal. J'ai repoussé ma chaise, les lourds pieds hurlant contre le sol en marbre poli. Mon Dieu, Émilie, ai-je crié. Ma voix s'est brisée parfaitement, une symphonie de panique paternelle. Je me suis précipité à ses côtés, saisissant sa main molle et froide. À l'aide. Que quelqu'un aide, appelez le 911. Ma fille, elle ne respire plus correctement. J'ai attrapé l'épaule de Ryan, le secouant fort. Il était toujours figé, son visage un masque d'horreur pâle et stupéfaite. Pas de chagrin, pas de peur pour elle, mais la terreur logistique brute d'un complice dont le plan vient d'exploser au visage. Ryan, fais quelque chose, ai-je hurlé, jouant le rôle du vieil homme confus et terrifié. Appelle une ambulance. Ne reste pas assis là. Cela l'a sorti de sa torpeur, mais pas de la manière dont un mari aimant l'aurait fait. Il ne s'est pas précipité aux côtés d'Émilie. Il n'a pas vérifié son pouls. Il a immédiatement, instinctivement, tenté de contrôler le récit. Non, a dit Ryan, sa voix un sifflement bas et aigu. Il a attrapé son propre téléphone, mais n'a pas composé de numéro. Il a regardé le directeur du restaurant qui s'approchait rapidement, son visage un masque de préoccupation professionnelle. Pas de 911, a insisté Ryan. Elle va bien. Elle a trop bu. Je l'ai regardé, ma confusion feinte se transformant en indignation feinte. Ivre, Ryan? Elle convulse. Regarde-la. Elle tremble. Elle fait ça, Peter, a dit rapidement Ryan, ses yeux balayant la pièce, mentant, construisant un alibi à la volée. Elle mélange ses anxiolytiques avec du vin. Ça arrive tout le temps. C'est embarrassant. Il s'est même penché et a essayé de la relever par le bras. Nous devons juste la ramener à la maison. Je suis vraiment désolé, tout le monde. Il essayait de la déplacer. Il essayait de la soustraire aux yeux du public, loin des ambulanciers qui feraient des tests, loin des médecins neutres d'une salle d'urgence, qui feraient des rapports de toxicologie. Il avait besoin de l'amener à son médecin, le corrompu docteur Reed, pour remettre son plan sur les rails. J'ai vu Evan, le jeune serveur, mon sauveur, observer depuis le poste de service. Son visage était pâle, ses yeux écarquillés, fixés sur les miens. Il savait ce qui se passait. Ryan s'est tourné vers le directeur, sa voix dégoulinant d'un faux embarras. Je suis vraiment désolé pour ça. Nous allons la prendre. Nous partons. Donnez-nous juste 1 minute pour l'amener à la voiture. Il essayait d'empêcher le monde extérieur de s'impliquer. Il était désespéré de sauver son plan. Il s'est de nouveau penché vers Émilie, mais il ne vérifiait pas sa respiration. Il chuchotait, sifflant à son oreille. Émilie, lève-toi. Lève-toi maintenant. Arrête ça. Je savais que je devais passer outre. Il est en état de choc, ai-je crié au directeur en désignant Ryan. Il ne sait pas ce qu'il dit. Elle n'est pas ivre. Elle a à peine touché à son vin. Elle a besoin d'un médecin. Juste au moment où Ryan était sur le point de soulever physiquement Émilie de la chaise, Evan s'est avancé, son propre téléphone portable déjà pressé contre son oreille. Il est trop tard, monsieur, a dit Evan, regardant au-delà de Ryan vers le directeur, sa voix forte et claire dans la salle silencieuse. J'ai déjà appelé le 911. Ils sont en route. Ils ont dit de ne la déplacer sous aucun prétexte. La tête de Ryan s'est tournée brusquement vers Evan. Le regard dans ses yeux n'était plus de la panique. C'était un meurtre pur et sans mélange. Tu as fait quoi, a-t-il craché. Petit. Je t'ai dit qu'elle allait bien. Tu es viré. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire. Le directeur,
un homme grand qui n'était clairement pas assez payé pour cela, s'est interposé entre eux. Monsieur Ford, le serveur a agi correctement. Si un client s'effondre dans nos locaux, nous sommes légalement tenus d'appeler une assistance médicale. Veuillez reculer. Le masque du gendre charmant et prospère de Ryan avait disparu. Il avait l'air piégé, un animal acculé. Il m'a fixé, sa poitrine se soulevant, et j'ai vu son esprit enfin rassembler les pièces. L'eau renversée, les verres échangés, ma soudaine maladresse de vieillard. Il savait. Il ne savait pas comment je savais, mais il savait que c'était moi qui avais fait ça. Le hurlement des sirènes a traversé la nuit, se rapprochant, de plus en plus fort. Le son était une symphonie belle et terrible. C'était le son de mon plan qui fonctionnait. C'était le son de la justice qui arrivait. Les ambulanciers se sont précipités à l'intérieur, poussant un brancard, leurs mouvements efficaces et rapides. Ils ont ignoré les protestations de Ryan, le repoussant. « Monsieur, nous avons besoin que vous reculiez. »« Madame, m'entendez-vous » ? Qu'a-t-elle pris ? A demandé l'un d'eux en lui éclairant les yeux. « Je ne sais pas » a crié Ryan, essayant de reprendre le contrôle. « C'est son médicament. Elle le mélange. C'est pour l'anxiété. »« Quel médicament, monsieur ? » Nous avons besoin d'un nom. Ryan s'est figé. Bien sûr, il s'est figé. Il ne pouvait pas dire le nom de l'antipsychotique sans s'incriminer. Je ne connais pas le nom. C'est juste pour l'anxiété. Elle le garde dans son sac. Ils l'ont chargé sur le brancard. Elle était inconsciente, son visage pâle et flasque. Pendant une seconde, j'ai ressenti une véritable pointe de pitié. Elle était toujours ma fille, mon Émilie. Mais elle avait fait son choix au moment où elle a débouché cette fiole. Le restaurant était silencieux. Chaque client, chaque serveur, chaque commis de cuisine regardait. J'ai suivi le brancard, courbé, jouant le rôle du père affligé et confus. Mon bébé. Oh mon Dieu, est-ce qu'elle va s'en sortir, ai-je gémi. Nous avons atteint les portes de l'ambulance. Les ambulanciers la chargeaient à l'intérieur. Je me tenais sur le trottoir sous les lumières rouges et bleues clignotantes. C'est alors que Ryan m'a attrapé le bras. Sa prise n'était pas celle d'un gendre paniqué. C'était de l'acier. Il m'a tiré sur le côté, juste hors de portée des ambulanciers, son corps me cachant de leur vue. Sa voix n'était plus paniquée. C'était un murmure bas et venimeux. La voix de l'homme dont Laura m'avait prévenu pendant des années. « Que as-tu fait » a-t-il sifflé, son visage à quelques centimètres du mien, l'odeur de vin cher et de rage sur son souffle. J'ai laissé les larmes monter à mes yeux. J'ai laissé mon corps trembler. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Un vieil homme brisé. Moi, ai-je murmuré, mon cœur battant contre mes côtes. Fils, qu'a-t-elle bu ? La salle d'urgence de Saint-Jude était un univers de chaos contrôlé. Les lumières étaient trop vives, une agression pour les yeux, et l'air sentait l'antiseptique, l'eau de javel et le café brûlé. C'était l'odeur de la panique et de la routine, tout mélangé. Les infirmières se déplaçaient comme des ombres, leurs voix calmes et sèches, leurs visages impassibles. Elles ont emmené Émilie dans la salle de traumatologie 3, et Ryan les a suivies, manquant de trébucher sur ses propres chaussures chères. Sa voix était un gémissement aigu qui m'agaçait les nerfs. « Elle est allergique aux fruits de mer », criait-il à l'infirmière de l'accueil. « Je pense qu'elle a mangé de mauvais fruits de mer. » C'est tout. Ça doit être les coquilles Saint-Jacques. Il construisait déjà son faux récit, semant le mensonge. Je suis resté en retrait, jouant le rôle que j'avais choisi. Le père âgé choqué, confus par le bruit, mes mains jointes devant moi, observant simplement. Un jeune médecin, peut-être 30 ans, a poussé le rideau. Sa blouse était froissée et il portait l'épuisement permanent d'un résident des urgences. Mais ses yeux étaient vifs, perçants, intelligents et concentrés. Ce n'était pas l'homme qu'ils attendaient. Ce n'était pas le docteur Reed. C'était une complication. Monsieur Ford, je suis le docteur Chen. J'ai besoin de savoir exactement ce que votre femme a pris. Ryan, à bout de souffle, s'en est tenu à son scénario. C'était une allergie. Aux fruits de mer. Elle est terriblement allergique. Donnez-lui juste un épipène. Elle ira bien. Elle a dû faire une réaction. Le docteur Chen l'a ignoré. Il a projeté une petite lumière vive dans les yeux vides d'Émilie, l'un après l'autre.
Il a soulevé son bras. Il est retombé sans vie sur le brancard. Il a pincé la peau de sa main. Rien. Monsieur Ford, a dit le docteur Chen, sa voix plate, coupant la panique fabriquée de Ryan. Ce n'est pas une anaphylaxie. Ses voies respiratoires sont dégagées. Il n'y a pas de gonflement du visage ou du larynx. Il n'y a pas d'éruption cutanée. Ses pupilles sont en pointe d'épingle. C'est une overdose sévère. Je dois faire une analyse toxicologique complète. La panique étudiée de Ryan est devenue réelle. Il s'est déplacé physiquement pour bloquer le médecin d'Emily. Non, je suis son mari. Je refuse les tests. C'est une allergie. Vous perdez du temps. Elle a juste besoin d'adrénaline. Sa voix était trop forte maintenant, à la limite de l'hystérie. Une infirmière au poste voisin a levé les yeux, alarmée. Je l'ai observé. C'était la performance d'un homme coupable. Un homme qui savait exactement ce qu'il y avait dans son sang et qui était terrifié à l'idée que cela soit nommé. Il n'essayait pas de sauver sa femme. Il essayait de sauver son plan. Le docteur Chen n'a pas bronché. Il n'a pas élevé la voix. Il a simplement dit, « Monsieur, votre femme présente des symptômes neurologiques graves, notamment des convulsions et une dépression respiratoire. Si vous continuez à m'empêcher de la diagnostiquer, je ferai en sorte que la sécurité vous retire de cette salle de traumatologie. » Suis-je clair? Le visage de Ryan est devenu d'une teinte violette. On aurait dit qu'il voulait frapper le médecin. Il était piégé. Ses yeux ont parcouru la pièce et se sont posés sur moi, écarquillés et criant à l'aide. « Papa, dis-lui. Dis-lui qu'elle va bien. C'est juste une allergie. » C'était mon moment. Je me suis avancé, laissant ma voix trembler. J'avais pratiqué ce tremblement dans l'ambulance. J'ai laissé les larmes, qui étaient bien réelles, monter à mes yeux, bien que ce fussent des larmes de rage, pas de chagrin. « Docteur », ai-je murmuré en lui attrapant le bras. « S'il vous plaît, sauvez-la. Mon fils, il est en état de choc. Il ne sait pas ce qu'il dit. Faites tout ce que vous avez à faire. S'il vous plaît, sauvez ma petite fille. » Le docteur Chen m'a regardé avec une lueur de pitié sincère. Il a hoché la tête, ignorant complètement Ryan. « Merci, monsieur Shaw. Nous le ferons. » Il s'est tourné vers l'infirmière. Analyse toxicologique complète, NFS, scanner cérébral, poussée du Narcan au cas où et mettez-la sous perfusion saline. Maintenant. Ryan était vaincu. Il a frappé du poing contre le mur, un acte de deuil performatif pour les infirmières, mais je savais que c'était la rage de l'échec. Nous avons été déplacés dans la salle d'attente grise et stérile. Les chaises étaient en plastique dur, boulonnées au sol. Le café dans le gobelet en polystyrène que je tenais avait un goût d'acide. Ryan faisait les 100 pas dans la pièce, son téléphone collé à l'oreille, chuchotant furieusement. Je l'ai vu prononcer le nom de Rill plusieurs fois. Il essayait de faire venir son vrai médecin. Il essayait d'intercepter les résultats, de contrôler le récit, mais il était trop tard. La machine était déjà en marche. Je suis resté assis là, sous les lumières fluorescentes bourdonnantes, et je me suis enfin permis de digérer. J'ai repensé à Laura. Il ne regarde que ton carnet de chèques, Peter. Sa voix était si claire dans ma mémoire, un doux avertissement que j'avais rejeté comme une mère surprotectrice envers sa fille. Les hommes comme ça, avait-elle dit, ils ne construisent rien, ils ne font que prendre. J'avais été un bâtisseur toute ma vie, et lui était un preneur. J'ai pensé à Emily, ma douce et brillante Emily. Comment l'avait-il corrompue? Comment l'avait-il retourné contre le père qui lui avait tout donné? La réponse était simple, l'argent. Les 60 millions d'euros. Mais le plan, il était si spécifique. Le médicament, les symptômes, tout pointait vers une seule chose. Je me suis souvenu des emails. Environ une semaine auparavant, j'étais sur l'ordinateur portable d'Emily, essayant de trouver une recette de famille pour les lasagnes de sa mère qu'elle était censée avoir sauvegardée. J'avais accidentellement vu sa boîte de réception. Il y avait un objet de message qui m'avait marqué, la contingence Shaw. Je pensais que c'était pour une fête surprise, peut-être pour ma retraite. J'ai souri et je l'ai fermé. Contingence. Quel idiot j'avais été. Et je me suis souvenu des questions de Ryan, pas seulement sur les conteneurs d'expédition, mais sur moi. Papa, es-tu sûr de te sentir bien?
Tu sembles oublier des choses. Tu as manqué notre réservation de dîner mardi. Je ne l'avais pas manqué. Il l'avait annulé et m'avait dit que je m'étais trompé de jour. Il construisait un dossier. Il plantait les graines de ma sénilité. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de contrôle. Ils allaient utiliser ce médicament, un médicament qui imite un AVC, qui provoque une confusion aiguë, qui fait passer un homme de 68 ans pour sénile, pour me faire déclarer incompétent. Le timing était parfait. Le lendemain de la conclusion de mon accord de 60 millions d'euros. C'était brillant. C'était monstrueux. 1 heure plus tard, le docteur Chen est revenu. Son visage était sombre. Il ne regardait pas Ryan. Il me regardait. Monsieur Shaw, je crains que les nouvelles ne soient pas bonnes. Le rapport toxicologique est revenu. Votre fille a une dose massive, quasi létale, d'olanzapine dans son système. Ryan, qui était au téléphone avec ce qui semblait être son avocat, s'est figé. Olan, quoi? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Olanzapine, a dit le docteur Chen, sa voix vive et précise. C'est un antipsychotique très puissant. Nous l'utilisons pour traiter la schizophrénie, les troubles bipolaires graves. Ce n'est pas un anxiolytique. Ce n'est pas quelque chose que l'on mélange avec du vin. Une dose aussi élevée, franchement, je suis tenu d'en informer la police. Cela ressemble à une tentative de suicide ou à autre chose. Ryan a commencé à bafouiller. Suicide? Non, elle ne ferait pas ça. Elle est heureuse. Nous étions justes. Nous fêtions quelque chose. Le docteur Chen a levé la main. Je dois vous expliquer les symptômes, monsieur. Chez un individu en bonne santé, une dose massive comme celle-ci ne provoque pas seulement des convulsions. Elle imite les symptômes d'une démence aiguë à apparition rapide. Elle provoque de la confusion, des troubles de l'élocution, des psychoses et des dommages neurologiques qui peuvent paraître identiques à un AVC grave. Et voilà, la dernière pièce dégoûtante du puzzle. Ce n'était pas n'importe quel médicament. C'était le médicament parfait. Un médicament qui ne me rendrait pas seulement malade. Il me ferait passer pour fou. Ils n'essayaient pas seulement de me faire du mal. Ils essayaient de m'effacer, d'effacer légalement mon esprit, mon identité, ma signature. Ils allaient me faire interner. Ils allaient me mettre dans une maison de retraite, prendre le contrôle de mes 60 millions d'euros et me laisser pourrir dans une couche, bavant dans ma soupe, pendant qu'ils vivraient du travail de ma vie. Ryan regardait le médecin, le visage livide. Il a finalement compris que le médecin ne diagnostiquait pas seulement Emily. Il décrivait l'arme même qu'ils avaient choisie. Le plan était en ruine. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Balbutia Ryan, son rôle de mari aimant revenant, mais il était trop tard. Sa voix était creuse. Nous lui faisons un lavage d'estomac et nous administrons l'antidote, a dit froidement le docteur Chen. Elle sera très malade pendant quelques jours et elle sera placée sous surveillance psychiatrique de 72 heures, comme le veut le protocole, mais oui, physiquement, elle devrait se rétablir. Le docteur Chen m'a regardé, les yeux pleins de pitié. Monsieur Shaw, je suis vraiment désolé que vous ayez eu à voir ça. Je vais vous laisser un moment. Il est parti. Le silence dans la salle d'attente était lourd, rompu seulement par le son de la respiration haletante de Ryan. Il savait. Il savait que je savais. Il m'a regardé, ses yeux non plus pleins de rage, mais d'une nouvelle terreur naissante, et la guerre venait de commencer. Le sang-froid de Ryan était un costume bon marché, et il se déchirait aux coutures. Il s'est effondré sur l'une des chaises en plastique dur de la salle d'attente, mais il ne pouvait pas rester en place. Il vibrait d'une énergie toxique. C'était un rat acculé, et il devenait désespéré. Je savais quel rôle jouer. Je me suis affalé sur une chaise en face de lui, enfouissant mon visage dans mes mains. J'ai laissé mes épaules trembler, imitant les sanglots d'un vieil homme brisé. Je pleurais, mais pas pour Emily. Je pleurais pour la fille que j'avais déjà perdue, celle qui avait essayé d'effacer chimiquement mon esprit. Papa? La voix de Ryan était vive, suspicieuse. Ça va? J'ai levé les yeux, le laissant voir les larmes que je savais tacher mon visage. Je ne comprends pas, Ryan. Des antipsychotiques? Pourquoi aurait-elle ça? Est-ce que ma fille est schizophrène? M'as-tu caché ça? C'était la question parfaite.
Elle lui offrait une issue de secours, un mensonge sur lequel il pouvait construire. Il la saisit. Je ne voulais pas te le dire comme ça, papa, a-t-il dit, sa voix tombant dans un murmure faussement compatissant. Nous avons eu des difficultés. Elle voyait un médecin. Le docteur Reed. Elle a dû confondre ses flacons. Elle a dû prendre la mauvaise dose. Docteur Reed. La première pièce du puzzle. J'ai noté le nom. Oh, mon Dieu, ai-je gémi. Ma pauvre fille. Et le docteur Chen a dit, la police. Pourquoi la police, Ryan? C'est un idiot, a lâché Ryan, son masque glissant. Il ne comprend pas. C'est juste un résident. Il réagit de manière excessive. Je vais m'en occuper. J'appelle le docteur Reed tout de suite. Il va descendre ici et arranger tout ça. Il expliquera. Oui, dis-je, la voix tremblante. Oui, s'il te plaît, fils. Appelle-le. J'ai besoin d'air. Je crois que je vais être malade. Je me suis levé en chancelant, courbé, et j'ai poussé les doubles portes menant au couloir principal. Je ne suis pas allé aux toilettes. Je ne suis pas sorti. Je me suis caché dans une petite alcôve près des distributeurs automatiques, juste hors de vue des portes de la salle d'attente, mais assez près pour entendre. Ryan a dû penser que j'étais parti. Il a jailli de la salle d'attente une seconde plus tard, son téléphone déjà à l'oreille. Il faisait les 100 pas, sa voix un murmure venimeux qui résonnait dans le couloir stérile. Reed, c'est moi. Le plan est un désastre. Elle l'a bu. Emily l'a bu. Il a arrêté d'écouter, sa main libre s'arrachant les cheveux. Je ne sais pas comment, le vieil homme. Il a dû. Je ne sais pas. Ça n'a pas d'importance. Il est là, agissant tout confus et brisé. Mais Reed, il est là. Ce n'est pas lui qui a pris le médicament. Une autre pause. Le visage de Ryan était tordu de rage. Oui, elle est stable, mais ils ont fait une analyse toxicologique. Ils savent que c'est de l'olanzapine. Ils parlent d'une hospitalisation psychiatrique, de rapport de police. C'est en train de s'effondrer. Il vibrait pratiquement maintenant. Il a frappé du poing contre le mur de parpaing. Qu'est-ce qu'on fait? L'audience est à 8 heures du matin. C'est dans 5 heures. Comment sommes-nous censés obtenir une curatelle sur lui s'il est l'image de la santé et quelle est celle qui est en psychiatrie? 8 heures du matin. La deuxième pièce du puzzle. Le docteur Reed. Une audience à 8 heures du matin. Non, a soudainement crié Ryan au téléphone. Non, tu m'écoutes. Tu es dans le coup aussi profondément que moi. Tes dettes de jeu ne sont pas mon problème. Tu as été payé pour gérer le côté médical, alors tu le gères. Tu descends à cet hôpital. Tu leur dis que le docteur Chen est un idiot. Tu leur dis que tu es son médecin traitant. Tu leur dis qu'elle est instable, qu'elle est un risque suicidaire, qu'elle lui volait ses médicaments. Je me fiche de ce que tu dis. Règle juste ça, et tu as intérêt à être prêt à témoigner à 8 heures du matin. Il a raccroché, respirant comme s'il venait de courir un marathon. Il est resté là un moment, le dos tourné, essayant de retrouver son calme. Il a passé ses mains dans ses cheveux, a redressé sa veste de costume et a pris une profonde inspiration tremblante. Puis il s'est retourné et m'a vu. Il s'est figé. Son visage est devenu complètement blanc. Il n'avait aucune idée depuis combien de temps j'étais là. Papa, balbutia-t-il. J'étais juste. Je ne l'ai pas laissé finir. J'ai avancé en titubant, la main sur mon cœur. Ryan, je t'ai entendu crier. Qu'est-ce qui se passe? Qui est Reed? Qu'est-ce qu'il voulait dire par régler ça? L'esprit de Ryan tournait à plein régime. Je pouvais voir les rouages tourner, les mensonges se former. Il a mis son bras autour de mon épaule, sa prise trop forte, me guidant vers la salle d'attente. Son personnage de fils réconfortant était de retour, mais il était fissuré, désespéré. Papa, tu as mal compris. Le docteur Reed est le psychiatre d'Emily. J'étais en colère. Je lui criais dessus parce que j'ai l'impression qu'il l'a laissé tomber. Il aurait dû nous avertir qu'elle était aussi instable. Instable, ai-je murmuré. Risque suicidaire.
Il pense qu'elle a peut-être fait ça exprès? Papa, a dit Ryan, sa voix s'étranglant. Il essayait de pivoter. S'il ne pouvait pas me faire accuser de démence, il accuserait sa propre femme de suicide. Il pense qu'elle a essayé de se suicider. Mais pourquoi, ai-je demandé, laissant ma voix se briser à nouveau. Il ne sait pas. Peut-être que c'est ma faute, a-t-il dit en baissant les yeux. Le stress de ton nouvel argent. Ça a été beaucoup pour elle. Peut-être qu'elle se sentait inadéquate. C'était un mensonge brillant et dégoûtant. Il plantait déjà l'idée que mes 60 millions d'euros étaient le problème, la force déstabilisatrice qui avait poussé sa femme à faire ça. Je l'ai laissé me guider jusqu'à la chaise. J'ai besoin de rentrer à la maison, fils, ai-je murmuré. C'est trop. Mon cœur, je ne peux pas rester ici. Tu t'en sortiras? Le soulagement a envahi son visage. La dernière chose qu'il voulait, c'était que je sois là à poser des questions, à être vu par des médecins qui n'étaient pas sur sa liste de paix. Oui, papa. Bien sûr, a-t-il dit, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. Rentre à la maison, repose-toi. Tu as l'air terrible. Je resterai ici. Je m'occuperai de tout avec le docteur Reed quand il arrivera. Je t'appellerai dès que j'en saurai plus. Il m'a pratiquement poussé vers la sortie. Prends un taxi. Je paierai. D'accord, fils. D'accord. Je suis sorti de l'hôpital, un vieil homme frêle, tremblant, dévasté. Le numéro a tenu jusqu'à ce que les portes automatiques se referment derrière moi. À la seconde où l'air de la nuit a frappé mon visage, mon dos s'est redressé. Le tremblement a cessé. Le chagrin a disparu, remplacé par une concentration froide et dure. Il était 3 heures du matin. Je suis monté dans un taxi. 52 Crooked Creek Lane, ai-je dit au chauffeur, mon adresse. Mais pendant que nous roulions, je me suis penché en avant. En fait, chauffeur, pouvez-vous m'emmener d'abord chez ma fille? 47 Willow Crest Drive. J'ai besoin de prendre quelques affaires pour elle. Il a hoché la tête et a changé de direction. Emily et Ryan vivaient dans un manoir neuf que mes 60 millions d'euros n'avaient pas encore payé. Je savais qu'ils gardaient une clé de secours sous le pot d'une fougère morte près de la porte arrière. Ryan se croyait malin. Je le trouvais juste paresseux. La maison était sombre. Je suis entré, le cœur battant, non pas de peur, mais d'adrénaline. Je savais exactement où aller. Le bureau. Je me suis assis au bureau blanc et élégant d'Emily. J'ai allumé son ordinateur portable. Pas de mot de passe. Un autre signe de leur arrogance. Ils n'ont jamais cru que j'étais une menace. J'ai ouvert sa messagerie. Ça n'a pas pris longtemps. Je n'avais pas besoin de chercher une conspiration. J'ai juste cherché le nom que Ryan m'avait si gentiment fourni. Reed. La chaîne est apparue. Des dizaines de mai entre Emily, Ryan et un docteur A. Reed. Je les ai lus et à chaque mot, mon sang se glaçait davantage. De Ryan Ford à Dr. A. Reed. Objet, la contingence Shaw. Reed. Il devient un problème. Il pose des questions. Il s'interroge sur les manifestes d'expédition. La vente de l'entreprise est un désastre pour nous. Nous devons accélérer le calendrier. De Dr. A. Reed à Ryan Ford. Objet, la contingence Shaw. Le risque est élevé. Une hospitalisation psychiatrique forcée nécessite un événement déclencheur. Vous ne pouvez pas simplement dire qu'il est confus. Il doit être confus. J'ai prescrit l'olanzapine sous un faux nom. La dose que j'ai recommandée induira une psychose aiguë et des symptômes imitant un AVC dans les 20 minutes suivant l'ingestion. De Emily Shaw Ford à Ryan Ford, Dr. A. Reed. Objet, la contingence Shaw. Je le ferai au dîner de célébration. Il sera distrait. Il me fait confiance. Une fois qu'il sera à l'hôpital, Reed, tu prends le relais. Tu le certifies. Ryan, tu déposes la requête à la première heure demain matin. Nous devons prendre le contrôle des actifs avant que l'audit fédéral ne commence. L'audit fédéral. Mon Dieu, j'avais eu raison. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent. Il s'agissait de la logistique. Ryan avait utilisé mon entreprise, ma bonne réputation, pour diriger son entreprise criminelle.
Et puis j'ai vu le dernier email de la chaîne, envoyé hier seulement. Il provenait d'un cabinet d'avocats, adressé à Ryan Ford, Emily Shaw Ford, de Jacob Sendall plc. En pièce jointe, requête de mise sous curatelle d'urgence, Peter Shaw.pdf. Mes mains tremblaient. J'ai cliqué sur la pièce jointe. C'était là. Ma vie réduite à un document juridique. Le requérant, Ryan Ford, demande la mise sous curatelle d'urgence de son beau-père, Peter Shaw, et les raisons, M. Shaw a montré des signes de démence sénile à apparition rapide, de paranoïa, de confusion, d'irresponsabilité financière, et la dernière ligne accablante, à l'appui du témoignage expert de son médecin traitant, le docteur Albert Reed, qui attestera de l'incapacité de M. Shaw à gérer ses propres affaires. L'audience est fixée au 4 novembre, 8 h, salle d'audience 3B. Aujourd'hui. Dans moins de 5 heures. Ils avaient tout planifié. Le médicament, le dîner, l'expert médical, l'audience d'urgence. À 9 h ce matin, j'étais censé être sous la tutelle de l'État, avec mon gendre criminel détenant les clés de mon royaume de 60 millions d'euros. J'ai regardé l'horloge sur le mur. 3h55, j'ai fermé l'ordinateur portable. J'avais tout ce dont j'avais besoin. Pas aujourd'hui, ai-je murmuré à la maison vide et silencieuse. Jamais. J'ai quitté la maison sombre de ma fille à 3h55 du matin. Le trajet en taxi depuis l'hôpital avait été flou, mais le trajet de la maison d'Émilie à la mienne était vif, froid et clair. Mes mains ne tremblaient plus. Le vieil homme frêle et dévasté que j'avais joué ces dernières heures avait disparu, laissé derrière dans la salle d'attente de l'hôpital. L'homme qui conduisait ma berline maintenant était Peter Shaw, le PDG. L'homme qui avait bâti une entreprise de 60 millions d'euros à partir de rien. L'homme qui avait affronté des OPA hostiles et des espions industriels. L'homme qui était maintenant, à 4 h du matin, officiellement en guerre. J'ai pris mon téléphone. Je n'ai pas hésité. J'ai composé le numéro. Il a sonné une fois, 2 fois. Il vaut mieux que ce soit une question de sécurité nationale, Peter, a répondu une voix grave et rauque. Right, ai-je dit, ma voix stable, coupant le silence des rues vides. Réveille-toi. J'ai besoin de toi au bureau. Pas le matin. Maintenant. Il y a eu une pause d'une demi-seconde. J'arrive. Il a raccroché. Monsieur Wright ne pose pas de questions inutiles. Ce n'est pas un avocat de la famille. Il ne s'occupe pas de testament ou de divorce. C'est un requin. C'est l'homme qui a structuré l'acquisition d'Apex Biodine. C'est l'homme qui a écrasé le procès futile en contrefaçon de brevet d'un concurrent il y a 2 ans avec un seul contre-interrogatoire brutal. Il était, je m'en suis rendu compte, l'homme parfait et unique pour ce travail. Je suis entré dans le garage souterrain de son gratte-ciel du centre-ville à 4h30 du matin. La ville était une ville fantôme enveloppée de brouillard. J'ai pris l'ascenseur privé directement jusqu'à l'étage du Penthouse. Les portes se sont ouvertes sur un hall sombre, mais les lumières de son bureau d'angle étaient déjà allumées, un phare dans l'obscurité. Il se tenait près de sa fenêtre, surplombant la ville endormie, déjà en chemise blanche impeccable et cravate. Il avait une cafetière en marche. Il avait l'air d'être réveillé depuis des heures. « Peter, dit-il sans se retourner. On dirait que tu as vu un fantôme. » Je suis entré et je me suis assis dans l'un des fauteuils en cuir en face de son immense bureau. Pire, Wright. J'ai vu un monstre. 2 d'entre eux. Et l'un d'eux est ma propre fille. Pendant les 30 minutes suivantes, je lui ai tout raconté. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas élevé la voix. Je lui ai fait un rapport de PDG, froid, factuel, chronologique, la célébration des 60 millions d'euros, le serveur Evan et son avertissement, les verres échangés, l'effondrement, les urgences, le diagnostic honnête du docteur Chen, l'olanzapine, un antipsychotique, la tentative paniquée immédiate de Ryan de couvrir l'affaire, de blâmer une allergie. Wright écoutait, son visage un masque impassible, ses doigts joints. Il hochait simplement la tête, absorbant chaque détail. Et puis j'ai dit, Ryan a fait sa première erreur. Il a nommé leur médecin, un certain docteur Reed. Il pensait que j'étais un vieil homme affligé et confus, alors il a parlé juste devant moi. J'ai répété l'appel téléphonique que j'avais surpris dans le couloir de l'hôpital. Reed, le plan est un désastre. Elle l'a bu. L'audience est à 8 h du matin. Tu dois arranger ça.
Les yeux de Wright se sont rétrécis. Une audience? 8 heures du matin. Quelle audience? Ça, dis-je, c'est la deuxième chose. J'ai pris une profonde inspiration. Pendant que Ryan se disputait avec les infirmières, je suis allé aux côtés d'Emily pour la réconforter. Son sac à main était sur le brancard. Elle était inconsciente. J'ai fouillé dans la poche de mon costume. J'ai sorti la petite fiole en verre brun, toujours à l'intérieur de la serviette dans laquelle je l'avais enveloppée. Je l'ai posée doucement sur son bureau en acajou poli. Il y avait encore quelques grains de poudre au fond. J'ai trouvé ça dans son sac. Et puis je suis allé chez eux. Tu es entré par effraction, a demandé Wright, non pas avec jugement, mais avec curiosité. J'ai utilisé la clé de secours qu'ils avaient oublié que j'avais. J'ai vérifié son ordinateur portable. J'ai cherché ton nom, Reed. Le masque impassible de Wright s'est enfin fissuré. Un lent sourire froid s'est étendu sur son visage. Peter, vieux renard. Elle a tout gardé, Wright. Toute la conspiration. Une chaîne de mails intitulée La contingence Shaw. Des emails entre elle, Ryan et ce docteur Reed. Il a prescrit le médicament. Il les a conseillés sur la dose. Il allait être leur témoin médical expert. Témoin pourquoi, a demandé Wright, bien qu'il le sût déjà. Je me suis penché en avant. Une audience ce matin, 8 heures, salle d'audience 3B. Je t'ai transféré l'email avec la pièce jointe. C'était une requête d'urgence pour une mise sous curatelle. Ma curatelle. Wright a pivoté sur sa chaise, l'écran de son ordinateur éclairant son visage. Il a lu l'email, puis a ouvert le PDF. Je l'ai entendu pousser un petit sifflement. Mon Dieu. Démence sénile à apparition rapide, paranoïa, irresponsabilité financière, un danger pour lui-même et ses biens. Il a levé les yeux vers moi, ses yeux maintenant vifs, tout à fait professionnels. Ils allaient te faire droguer, déclarer incompétent et interné, tout ça en l'espace de 12 heures. Et Ryan aurait eu le contrôle total des 60 millions d'euros avant même l'ouverture du marché. Il s'est levé. Le requin était dans l'eau. Peter, nous allons les détruire, a-t-il dit, sa voix un grognement sourd. Il a commencé à faire les 100 pas, ce n'est pas seulement de la fraude familiale. C'est un complot en vue de commettre une agression aggravée. C'est de la faute professionnelle médicale. C'est du parjure. C'est magnifique de la manière la plus dégoûtante. Il a pris son téléphone. Il n'a pas composé de numéro. Il a appuyé sur un seul bouton de numérotation rapide. Peterson, a-t-il aboyé dans le récepteur. C'est Wright. Réveille-toi. Il n'a pas attendu de réponse. J'ai besoin d'un dossier complet. Un médecin. Son nom est Albert Reed. RED. J'ai besoin de tout savoir. Compte en banque, dette, citation du Conseil de l'ordre, maîtresse, contravention. Je veux savoir quelle marque de dentifrice il utilise. Et j'en ai besoin. Pas maintenant. J'en avais besoin il y a 30 minutes. Il a raccroché. Il m'a regardé. D'accord, ils ont une audience à 8 heures du matin. Nous y serons. Mais nous n'allons pas défendre, Peter. Nous allons attaquer. Le docteur. Reed est le maillon faible. C'est lui qui lie le plan de Ryan à un acte criminel. Il pense qu'ils entrent dans une simple audience du tribunal de la famille pour rouler un vieil homme confus. Wright m'a versé une tasse de café. Sa main était parfaitement stable. Ils n'ont aucune idée, a-t-il dit avec un sourire sinistre sur le visage, qu'ils marchent en fait vers leur propre exécution. Il était 5h15 du matin. Le ciel à l'extérieur du bureau pentouze de Wright commençait à peine à se meurtrir de la première lueur pâle et grise de l'aube. La ville en bas était silencieuse, une mer de verre sombre et d'acier. Le seul son dans l'immense pièce silencieuse était le sifflement de la machine à café haut de gamme et le clic, clic, clic régulier et rythmé du stylo en or de Wright tapotant sur son bloc-notes. L'adrénaline de l'hôpital, de l'effraction chez Emily, commençait à se dissiper. Elle était remplacée par autre chose. Un épuisement froid et lourd qui s'est installé au plus profond de mes os. Mais ce n'était pas l'épuisement d'un vieil homme. C'était l'épuisement d'un général à la veille d'une bataille qu'il n'avait jamais demandé à mener. Il planifie ça depuis des mois, Wright, ai-je dit. Ma voix semblait rauque dans le silence. Il s'est joué de moi.
Ma propre fille. J'ai dû m'arrêter. Le dire à voix haute le rendait réel d'une manière que les emails n'avaient pas fait. La douleur était une chose physique, une pression vive et constante derrière mes côtes. Wright n'a pas offert de sympathie. Ce n'est pas pour ça que je le paie. C'est un stratège. Il m'a versé une autre tasse de café, noir et assez fort pour décaper de la peinture. Le chagrin rend les gens aveugles, Peter, a-t-il dit, sa voix aggrave le sourd. Ils comptaient sur le fait que tu sois le mari endeuillé. Ils ont mal calculé. Ils n'ont pas compté sur le fait que tu sois toujours le PDG. Il avait raison. Ils ont vu au papa. Ils ont vu le vieil homme au cardigan usé qui regrettait sa femme. Ils ont oublié qui avait bâti l'entreprise qu'ils étaient si désespérés de voler. Ils ont oublié que je ne suis pas arrivé là où je suis en étant naïf. J'avais juste été naïf à leur sujet. J'aurais dû écouter, ai-je murmuré, fixant le café noir. Mon Dieu, j'aurais dû écouter Laura. Wright a levé les yeux de ses notes. Ses yeux étaient vifs. Laura, que savait-elle? Elle l'a vu, ai-je dit, le souvenir m'envahissant, frais et douloureux. Dès le début, dès le premier dîner qu'il a eu chez nous. Ryan était si charmant, plein de compliments, riant à mes mauvaises blagues. J'étais heureux pour Emily. Mais Laura, elle avait cette vision au rayon X pour les gens. Ce soir-là, après leur départ, elle était silencieuse. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Je la vois encore aussi clairement que le jour, assise dans notre vieux fauteuil près de la cheminée, un livre ouvert sur ses genoux qu'elle ne lisait pas. Il ne la voit pas, Peter, m'a-t-elle dit, de sa voix douce. Il voit son nom. Il voit Shaw. Il voit Apex Biodine. Je lui ai dit qu'elle était cynique. Je lui ai dit qu'Emily était amoureuse et heureuse et que c'était tout ce qui comptait. Elle a réessayé, ai-je poursuivi, ma voix s'épaississant. Environ un an plus tard, Ryan venait de perdre un investissement majeur, 20 000 € de leur argent, ou quelque chose comme ça, a-t-il dit. Emily est venue me voir en pleurant, humiliée. Bien sûr, j'ai fait le chèque. Je pensais aider ma fille. Ce soir-là, Laura était furieuse. Pas contre moi, contre lui. J'ai regardé Wright, la honte de ce souvenir brûlante sur mon visage. Elle a dit, c'est un preneur, Peter. Il ne regarde que ton carnet de chèques. C'est un parasite, et il apprend à notre fille à en être un aussi. Nous avons eu la plus grande dispute de nos 40 ans de mariage. Je l'ai accusée d'être jalouse du bonheur d'Emily. Je lui ai dit qu'elle avait tort. J'ai fermé les yeux. La tasse de café était chaude dans mes mains. Elle n'en a plus jamais parlé. Elle savait. Elle a vu ça venir et j'étais trop aveugle, trop fier pour le voir. Elle est partie depuis 3 ans. Et la première chose que Ryan a faite après les funérailles, après 2 semaines respectueuses, a été de me demander de co-signer un prêt pour une nouvelle voiture. Et je l'ai fait, pour le bien d'Emily. Et maintenant, ça. Wright a hoché la tête lentement, absorbant les données émotionnelles. D'accord, donc ça a commencé par de la simple cupidité. Mais ça, vous droguez, une audience d'urgence. C'est du désespoir, Peter. 300 000 € pour le médecin, c'est un levier énorme. Ryan doit être dans son propre trou. Profond. Plus profond que de simples cartes de crédit. Et c'est là que l'autre pièce s'est mise en place. La pièce qui me dérangeait depuis des mois. Celle qui n'avait jamais eu de sens. Les manifestes d'expédition, ai-je dit, presque pour moi-même. La tête de Wright s'est redressée. Quoi? Ryan, il me pose toujours des questions sur mes opérations d'expédition. Mon entreprise, Apex Biodine. Nous expédions des composés biologiques hautement contrôlés, des échantillons génétiques, des produits pharmaceutiques expérimentaux. Ils se déplacent dans des conteneurs climatisés et suivis par GPS. C'est un cauchemar logistique, étroitement surveillé par la FDA, la DEA, etc. C'est la partie la plus sûre et la plus ennuyeuse de mon entreprise. Et il s'y intéressait, a demandé Wright. Obsédé, ai-je dit. Ces 6 derniers mois, il n'arrêtait pas de demander, « Papa, ces routes sont-elles sécurisées? Qui s'occupe de ton dédouanement à Rotterdam? As-tu déjà eu un conteneur qui a tout simplement disparu? » Je pensais que c'était juste de la curiosité. Je pensais qu'il essayait de paraître intelligent, de m'impressionner, de montrer de l'intérêt pour mon travail.
J'ai regardé Wright et j'ai vu la prise de conscience poindre sur son visage au même instant où elle poignait sur le mien. Mais et si ce n'était pas le cas? Ai-je dit, ma voix baissant. Et s'il ne faisait pas que demander? Mon entreprise a un bilan logistique impeccable de 30 ans. Et s'il avait trouvé un moyen? Et s'il utilisait mes routes d'entreprise, mes voies d'expédition propres et rapides, pour faire passer ses propres importations? Les yeux de Wright se sont illuminés d'une clarté froide et terrifiante. Mon Dieu, Peter, s'il se greffait sur tes expéditions, la vente de l'entreprise ne serait pas seulement une aubaine pour lui. Ce serait un désastre. Une acquisition de 60 millions d'euros déclenche un audit fédéral obligatoire de fond en comble. Un audit approfondi de tout, y compris de chaque manifeste d'expédition des 5 dernières années. La pièce est soudainement devenue glaciale. Il n'essayait pas d'obtenir les 60 millions, ai-je murmuré, la pleine et laide vérité atterrissant enfin. Il essayait d'arrêter l'audit. Il avait besoin d'obtenir une procuration. Il avait besoin de prendre le contrôle de l'entreprise avant que la vente ne soit finalisée pour pouvoir enterrer les preuves de ses propres crimes. Avant même que Wright puisse répondre, la ligne privée de son bureau a sonné. C'était un son dur et tranchant dans le calme de 6 heures du matin. Il l'a attrapé. Peterson, parle-moi. Il a écouté. Son visage, déjà sombre, s'est assombri. Il a griffonné une note. Où? Combien? Tu es sûr? Bien. Envoie-le sur mon serveur crypté tout de suite. Il a raccroché le téléphone. Il m'a regardé. La dernière pièce du puzzle venait d'être violemment mise en place. C'est pire que ce que nous pensions, a dit Wright, sa voix plate. Notre détective privé vient de vérifier les finances du docteur Reed. Il n'a pas seulement trouvé des dettes, il a trouvé la source. Les 310 000 euros de dettes de jeu de Reed auprès d'un bookmaker offshore. Wright a fait une pause, laissant le poids des mots suivants atterrir. Et devine qui est la société mère de ce bookmaker offshore? J'ai attendu. Une société écran basée aux Caïmans. RF Import. Ryan Ford Import, ai-je murmuré. Ryan ne doit pas seulement de l'argent à Reed, a dit Wright en se levant et en attrapant sa mallette. Ryan le possède. Ce n'est pas un conspirateur. C'est une marionnette. Il a vérifié sa montre. 6h15, allons-y, Peter. Nous avons une audience à laquelle assister. Le téléphone sur le bureau de Wright a brisé le silence de 6 heures du matin. C'était une sonnerie numérique dure, une alarme signalant la phase suivante de la bataille. Nous l'avons tous les deux regardé. Mon identifiant d'appelant montrait le visage souriant de Ryan, pris lors d'un barbecue l'été dernier, il y a une éternité. Wright a juste hoché la tête une fois. Haut-parleur, Peter. Et souviens-toi qui tu es. Tu n'es pas un PDG. Tu es un vieil homme confus et terrifié qui vient de voir sa fille s'effondrer. J'ai pris une inspiration. J'ai décroché le téléphone. Ma main était stable, mais j'ai fait trembler ma voix. Allô, Ryan? Papa. Oh, Dieu merci. Où es-tu? J'ai appelé ton portable, la maison. J'allais appeler la police. Est-ce que ça va? Sa voix était un chef-d'œuvre de fausse inquiétude. Une performance si lisse qu'elle m'a donné la chair de poule. C'était un artiste de la tromperie. Je ne sais pas, ai-je balbutié, mettant ma main en coupe sur le téléphone comme si j'essayais de cacher mes mots au monde. Je suis dans un dîner, un café. Je ne pouvais pas être dans la maison, Ryan. Pas après la nuit dernière. Toutes les affaires de Laura, j'avais juste besoin de réfléchir. Je l'ai entendu pousser un long et lent soupir. Ce n'était pas un soupir de soulagement que j'étais en sécurité. C'était le soupir d'un prédateur qui venait de localiser sa proie. Il me croyait faible, brisé et errant dans les rues, hébété. Il pensait m'avoir. Papa, je comprends. Vraiment, a-t-il dit, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie. Mais écoute-moi. J'ai des nouvelles. C'est à propos d'Emily. Emily, ai-je demandé, ma voix se brisant. Est-ce qu'elle va plus mal? Non, elle est stable. Elle se repose. Il a fait une pause, préparant l'hameçon. Mais je viens de parler à son médecin. Son vrai médecin. Le spécialiste qui la traite. Le docteur Reed.
Reed, ai-je répété comme si j'essayais de situer le nom. L'homme que tu appelais de l'hôpital? Oui, papa, a dit Ryan, sa voix douce et rassurante. Il la traite pour cette condition depuis des mois. Il est venu à l'hôpital dès que je l'ai appelé. Il a examiné son dossier. Il a parlé au docteur Cheney. J'ai insisté. Qu'a-t-il dit? Et voilà. Le deuxième piège. Papa, il est inquiet. Il est inquiet pour toi. Je suis resté silencieux. J'ai laissé la pause confuse flotter dans l'air. Moi, ai-je finalement murmuré. Pourquoi? Pourquoi moi? Il dit que d'après ce que je lui ai raconté, tes oublis ces derniers temps, ta crise au restaurant, à quel point tu étais confus. Il utilisait mon propre jeu contre moi, transformant mes symptômes fins en ses preuves. Il dit que ces conditions neurologiques, elles peuvent être génétiques. Il dit que ce qui est arrivé à Emily pourrait être un précurseur de ce qui t'arrive. C'était brillant. Je devais le lui accorder. C'était un mensonge dégoûtant et brillant. Il construisait un pont reliant la tentative de suicide de sa femme directement à ma sénilité, avec son médecin corrompu comme fondation. Je ne comprends pas, ai-je dit, ma voix tremblante. Je me sens bien. Je suis juste contrarié, Phil. Papa, écoute-moi, a dit Ryan, sa voix se durcissant, juste un peu, prenant un air d'autorité, celui d'un fils forcé de prendre les choses en main. Le docteur Reed est un professionnel. C'est le meilleur dans son domaine. Et il est en route pour ta maison en ce moment même pour prendre de tes nouvelles. C'est pour ton propre bien. Je le rejoindrai là-bas dans 30 minutes. Voilà. Je me suis dit que le piège n'était pas seulement un appel téléphonique. C'était une visite à domicile. Il ne pouvait pas m'amener à l'hôpital, alors il amenait son médecin corrompu à moi. Reed arriverait, me trouverait seul, confus et agité par les événements de la nuit. Il effectuerait un examen préliminaire dans mon salon. Et puis à 8 heures, il témoignerait sous serment qu'il venait de me voir et que j'étais sans aucun doute un danger pour moi-même et ma fortune de 60 millions d'euros. Il déplaçait le champ de bataille de l'hôpital, qu'il avait perdu, à ma maison, qu'il pensait contrôler. Je devais lui offrir la performance de sa vie. Non, ai-je crié dans le téléphone, un hurlement aigu et paranoïaque. Pas de médecin. Je ne suis pas malade. Je n'ai pas besoin de médecin, Ryan. Je vais bien. Je suis juste fatigué. Pourquoi fais-tu ça? Je lui ai donné exactement les symptômes pour lesquels il payait. Je lui ai donné le comportement erratique que sa requête exigeait. Je pouvais entendre le sourire dans sa voix alors qu'il essayait de me calmer. Papa, tu t'entends? Tu cries. Tu n'as pas de sens. C'est exactement ce dont le docteur Reed m'a prévenu, c'est la confusion. S'il te plaît, papa, rentre à la maison. Je sais que tu as peur, mais rentre juste à la maison et laisse le médecin te parler, pour moi. Fais-le pour Emily. J'ai regardé de l'autre côté du bureau, vers Wright. Il m'observait, son expression illisible, mais ses yeux étaient vifs, analytiques. Il appréciait ça. J'ai poussé un long sanglot frissonnant. Un son brisé, arraché à la gorge d'un homme qui avait tout perdu. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Un médecin à la maison. Laura, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Je lui donnai un chef-d'œuvre de panique sénile. Ça va, papa, a dit Ryan, sa voix maintenant un coup de grâce venimeux et réconfortant. La voix d'un serpent berçant sa proie. Tout va bien se passer. Tu as juste besoin d'aide. Nous allons t'aider. Rentre juste à la maison. Je te rejoindrai avec le docteur Reed là-bas dans 30 minutes. Nous allons tout régler. Nous allons prendre soin de toi. D'accord, ai-je murmuré, ma voix semblant petite et vaincue. D'accord, fils. De l'aide? Oui. J'ai besoin d'aide. Je vais rentrer à la maison. J'arrive. J'ai raccroché le téléphone. La ligne est devenue silencieuse. Le silence dans le bureau de Wright était absolu, un lourd rideau de velours. J'ai regardé Wright. Il n'avait pas bougé. Le sourire froid et mince sur son visage était la seule chose vivante dans la pièce. C'est un bon menteur, ai-je dit. Ma voix était instantanément redevenue normale,
froide, stable et vive. C'est un menteur désespéré, a corrigé Wright, se levant et fermant sa mallette d'un clic lourd et final. Il vient de confirmer tout son plan. Il envoie son témoin vedette, le médecin corrompu, chez toi pour fabriquer des preuves pour une audience dont il ne sait pas que nous sommes au courant. Wright a vérifié sa montre en platine. 6h45, il pense t'avoir piégé, Peter. Il pense que tu es un vieil homme effrayé qui court se cacher à la maison, sur le point d'être acculé dans son propre salon par son expert médical. Je me suis levé et j'ai redressé ma cravate. La fatigue avait disparu. L'adrénaline était de retour, pure et tranchante comme du verre. Alors, quelle est notre prochaine étape? Wright a pris sa mallette. Il s'est dirigé vers la porte et l'a tenue ouverte pour moi. Les lumières du couloir vide brillaient sur le sol en marbre. Un bon piège, a dit Wright, son sourire plein de dents. Laissons-les aller chez toi. Laissons-les attendre. Laissons le docteur Reed sonner à la porte d'une maison vide pendant 1 heure, se demandant où est son patient confus. Laissons-les paniquer. Et où serons-nous, ai-je demandé en passant devant lui dans le couloir. La voix de Wright a résonné dans le couloir vide alors que nous marchions vers l'ascenseur. Nous, Peter, nous avons une audience à laquelle assister. Salle d'audience 3B, 8 heures précises. Et nous, a-t-il dit en appuyant sur le bouton de l'ascenseur, nous allons être en avance. 7h45. Les lumières fluorescentes du couloir du palais de justice du comté bourdonnaient, projetant une lueur verdâtre et maladive sur les sols en linoléum bon marché. L'air sentait le café rassis et la vieille cire à parquet. Ce n'était pas mon monde. Mon monde était celui des négociations en conseil d'administration et des contrats internationaux. C'était un lieu de petites querelles et de trahison familiale. C'était sale. Monsieur Wright et moi nous tenions au bout du couloir, observant simplement la porte de la salle d'audience 3B. Nous étions en avance. Il l'était encore plus. À travers la petite fenêtre en treillis métallique de la porte, je pouvais les voir. Ma famille, mes bourreaux. Ryan faisait les 100 pas. Il portait son plus beau costume, un lainage anthracite que j'avais probablement payé, mais il avait une mine affreuse. Ses yeux étaient injectés de sang, sa peau pâle et moite. Le stress et l'adrénaline du désastre de la nuit précédente émanaient de lui par vagues. C'était un homme qui avait tout misé et qui était désespéré de voir la dernière carte. À côté de lui se trouvait son avocat, un jeune homme lisse dans un costume trop brillant, les cheveux plaqués en arrière avec trop de gel. On aurait dit qu'il avait obtenu son diplôme de droit dans une publicité télévisée de fin de soirée. Et puis il y avait le docteur Reed. Il ne faisait pas les 100 pas. Il était assis sur le banc en bois dur, complètement immobile, les mains si étroitement jointes que ses jointures étaient blanches. C'était un homme dans une cage qu'il avait lui-même fabriquée. Une cage à 300 000 €. Il n'arrêtait pas de s'éponger le front avec un mouchoir, ses yeux se dirigeant vers la porte toutes les quelques secondes. Il avait peur de moi. Il aurait dû avoir peur de Ryan. Ryan a cessé de faire les 100 pas et s'est penché pour chuchoter à son avocat. Je ne pouvais pas entendre les mots, mais je n'en avais pas besoin. Je savais exactement ce qu'il disait. Je pouvais presque entendre son sifflement frénétique. Il n'est pas là. Il est 7h48. Il ne vient pas. L'avocat a dû poser une main apaisante sur son bras, lui faisant signe de baisser la voix. Il lui a probablement dit quel cadeau c'était. Et puis Ryan a de nouveau parlé, sa voix un râle bas et triomphant qui portait juste assez pour être entendu dans le couloir silencieux où je me tenais. C'est parfait, a-t-il chuchoté à son avocat. L'avocat a hoché la tête, un petit sourire suffisant jouant sur ses lèvres. Il n'est pas là. Bien sûr qu'il n'est pas là. Ryan a laissé échapper un son qui était à moitié un rire, à moitié un sifflement. Le docteur Reed est allé chez lui comme prévu. Il a sonné à la porte pendant 20 minutes. Pas de réponse. Le vieil homme est parti. Il erre probablement sur l'autoroute en peignoir à l'heure qu'il est. Il s'est penché plus près, sa voix baissant, mais son arrogance la rendant vive. C'est mieux que le plan initial. C'est une personne disparue. Il est confus. Il a peur. C'est un danger pour lui-même. Ça ne fait que prouver notre cas. Le juge devra accorder la requête d'urgence. Nous aurons la tutelle avant 9 heures. J'ai senti la main de Wright sur mon épaule, une pression silencieuse et lourde. Pas encore, Peter, a-t-il murmuré, sa voix un grondement sourd. Ne bouge pas.
Nous attendons le juge. Laissons-les s'engager. Laissons-les mentir à un officier de justice. Laissons-les construire leur propre potence, planche par planche. Ma rage était une pierre froide et dure dans ma poitrine. Je voulais faire irruption par cette porte. Je voulais voir le regard sur le visage de mon gendre. Je voulais l'attraper par sa cravate chère et étouffante et lui demander comment il avait osé détruire ma famille. Mais Wright avait raison. Ce n'était pas une explosion émotionnelle. C'était une prise de contrôle d'entreprise. Et le timing était primordial. Nous avons entendu la voix de l'huissier de l'intérieur. Levez-vous. L'honorable juge Anderson préside. L'horloge sur le mur indiquait 7h59. Wright a redressé sa cravate. Il m'a regardé et ses yeux n'étaient pas ceux d'un avocat. C'étaient les yeux d'un requin qui sent le sang dans l'eau. C'est l'heure, a-t-il dit. Nous nous tenions devant les lourdes portes en chêne de la salle d'audience 3B. Je pouvais entendre le coup sec du marteau suivi de la voix de l'huissier, levez-vous. L'honorable juge Anderson préside. J'ai vérifié ma montre. 8 heures pile. Wright a posé une main sur mon bras. Patience, Peter. Laisse-le mordre à l'hameçon. Laisse-le mentir au juge. À l'intérieur, je pouvais entendre le bruissement des papiers. Le juge, un homme réputé pour être impatient et vif, s'est éclairci la gorge. Sa voix était un râle sec. Nous sommes ici pour l'audience d'urgence concernant la mise sous curatelle d'un certain Peter Shaw. Affaire numéro 774B. Le requérant, Monsieur Ryan Ford, est-il présent? J'ai imaginé Ryan, mon gendre, se levant. J'ai imaginé son avocat lisse et bon marché à ses côtés. J'ai entendu le grincement d'une chaise, une nouvelle voix. Jeune, arrogante. L'avocat de Ryan. Oui, votre honneur. Michael Jennings au nom du requérant, Monsieur Ryan Ford, qui est présent. Je pouvais entendre la fausse sympathie dans sa voix, un ton visqueux et étudié qui me retournait l'estomac. Votre honneur, nous sommes ici aujourd'hui dans les circonstances les plus tragiques. Il jouait la comédie. Mon client, Monsieur Ford, et sa femme Emily, la fille de Monsieur Shaw, ont désespérément essayé de gérer ce qui ne peut être décrit que comme un déclin mental catastrophique et rapide chez Monsieur Shaw. J'ai fermé les yeux. Catastrophique, rapide, les mots-clés de leur email. Nous avions espéré gérer cela en privé, votre honneur, a poursuivi Jennings, sa voix dégoulinant d'un faux chagrin. Mais la nuit dernière, un terrible incident s'est produit. Monsieur Shaw, dans un accès de paranoïa et de confusion sévère, a violemment agressé sa propre fille dans un restaurant public. J'ai entendu un hoquet de surprise de quelqu'un dans la petite galerie, probablement un greffier. Il a provoqué une scène énorme, a dit Jennings, sa voix s'élevant. Et puis il s'est enfui. Enfui, maître Jennings, a demandé le juge, sa voix vive. Il s'est enfui, votre honneur. Il est, à l'heure actuelle, porté disparu. L'avocat de Ryan jouait son rôle à la perfection. Il me dépeignait comme un vieil homme violent et sénile, un danger pour lui-même et pour les autres. Mon client, Monsieur Ford, est désemparé d'inquiétude. Lui et le médecin traitant de sa femme, le docteur Albert Reed, qui est présent au tribunal aujourd'hui, prêt à témoigner, se sont précipités au domicile de Monsieur Shaw ce matin pour effectuer une vérification de bien-être. Ils ont trouvé la maison vide. Monsieur Shaw est parti. Il est dans la nature avec accès à 60 millions d'euros qu'il est, dans son état actuel, incapable de gérer. Nous craignons qu'il ne soit un danger pour lui-même. L'avocat a laissé cela s'imprégner. Nous sommes ici aujourd'hui pour demander respectueusement au tribunal d'accorder une tutelle d'urgence à mon client, Monsieur Ford, afin qu'il puisse protéger son beau-père de lui-même, sécuriser ses biens et lui obtenir l'aide médicale dont il a si désespérément besoin. Le silence qui a suivi était lourd, respectueux. L'avocat avait brossé un tableau dévastateur. Je pouvais entendre le juge s'éclaircir la gorge, se préparant probablement à signer l'ordonnance. Il devait avoir vu cela une douzaine de fois. Une famille aux prises avec un parent âgé qui avait perdu la raison. Une allégation très sérieuse, maître Jennings, a commencé la voix du juge. Compte tenu des actifs en jeu et du fait que Monsieur Shaw est porté disparu. C'était notre signal. Wright n'a pas frappé. Il a simplement poussé la lourde porte en chêne. Le bruit sourd de la porte pivotant sur ses gonds a résonné dans la salle d'audience soudainement silencieuse. C'était le son le plus fort que j'ai jamais entendu.
Je m'excuse pour notre retard, votre honneur. La voix de Wright était un canon grave. Elle a rempli la pièce, une voix de pouvoir et de contrôle absolu. Il semble que mon client et moi ayons reçu des informations légèrement incorrectes sur l'heure de cette audience. Nous sommes entrés. Moi d'abord, Wright sur mes talons. Je n'étais pas en peignoir. Je n'étais pas confus. Je portais mon costume Zegna sur mesure à 5 000 €, celui que j'avais acheté spécifiquement pour la fête de l'acquisition d'Apex. Mes cheveux étaient peignés. Mes chaussures étaient cirées. Mon esprit était un piège d'acier. J'ai regardé directement Ryan. La couleur a quitté son visage. Il n'est pas seulement devenu pâle. Il est devenu d'un blanc cireux et translucide, la couleur de la vieille cire de bougie. Sa mâchoire est tombée, un trou humide, laid et béant. On aurait dit qu'il venait de voir son propre fantôme. Son avocat, Jennings, s'est retourné, sa propre expression suffisante se figeant, puis se brisant comme un miroir bon marché. Mais ma réaction préférée, ma préférée, fut celle du docteur Reed. Il était assis au premier rang. Quand il m'a vu, il a émis un petit son involontaire, un hoquet, un soubresaut de terreur pure et sans mélange. Il s'est physiquement ratatiné. Il a regardé Ryan, les yeux écarquillés, criant « Tu as dit qu'il était confus. Tu as dit qu'il avait disparu. » J'ai marché calmement jusqu'à la table de la défense et je me suis assis, posant ma mallette sur le sol. Wright s'est assis à côté de moi. Nous avions l'air de posséder l'endroit. C'était le cas. Maître Jennings, a dit le juge, essayant clairement de rattraper son retard. Vous avez dit que le beau-père de votre client avait disparu. L'avocat de Ryan balbutiait. Il ne pouvait pas former un mot. Il a juste pointé un doigt tremblant vers moi. Mais lui, votre honneur, a dit Wright en se levant doucement. Mon nom est Harrison Wright. Je suis le conseiller juridique de Monsieur Peter Shaw, et mon client, Monsieur Shaw, est ici même. Il n'est pas confus. Il n'est pas porté disparu, et il n'a très certainement pas agressé sa fille. Il est, cependant, la victime d'une conspiration dépravée et criminelle, et nous sommes ici pour y remédier. Ryan a fait un bruit comme un homme qu'on étrangle. Il s'est enfoncé dans sa chaise, les yeux rivés sur les miens. Le regard de triomphe avait disparu. L'arrogance avait disparu. Il ne restait que la peur primaire brute d'un homme qui savait qu'il venait d'être mis échec et mat. L'avocat de Ryan, Jennings, semblait avoir été frappé physiquement. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, mais aucun son n'en sortait. Il me regarda, puis son client, puis le juge, son costume bon marché et brillant ressemblant soudain à un costume d'Halloween. Le juge Anderson se pencha en avant, sa patience déjà épuisée. Maître Jennings, vous avez dit à ce tribunal que le beau-père de votre client avait disparu. Il semble être très présent. Souhaitez-vous expliquer cette divergence? Jennings passa un doigt sous son col, qui semblait soudain de taille trop petit. Votre honneur, c'est un choc agréable, bien sûr. Nous sommes ravis que Monsieur Shaw soit en sécurité. Cela ne fait que confirmer notre point de vue. Son comportement erratique, sa disparition, et maintenant sa réapparition soudaine, cela confirme l'urgence de la requête. Il essayait de présenter mon arrivée comme une preuve supplémentaire de ma folie. L'audace était à couper le souffle. Nous aimerions appeler notre premier témoin, balbutia Jennings en fouillant dans ses papiers. Un homme qui peut parler directement de l'état mental dégradé de Monsieur Shaw. Nous appelons le docteur Albert Reed. Un huissier appela le nom. Le docteur Reed, qui avait essayé de se fondre dans le banc en bois, sursauta comme s'il avait été électrocuté. Il se leva lentement. Son visage était luisant d'une sueur froide. Il regarda Ryan, les yeux écarquillés de panique, un appel silencieux et désespéré. Ryan le fixa en retour, son expression de pierre, ses yeux promettant la mort si Reed ne suivait pas le plan. Reed était un homme mort qui marchait. Il a pris la barre. Il a prêté serment. Sa main tremblait si fort qu'il pouvait à peine la garder sur la Bible. Docteur Reed. Commença Jennings, retrouvant son assurance. Vous êtes le médecin traitant de Monsieur Peter Shaw. Est-ce exact? Reed s'éclaircit la gorge. Oui, je l'ai consulté. Oui. Et selon votre opinion médicale professionnelle, docteur,
quel est l'état mental actuel de Monsieur Shaw? C'était le moment. Reed devait s'engager. Il me regarda, juste une seconde, puis détourna rapidement le regard, se concentrant sur un point sur le mur du fond. Monsieur Shaw. Peter, il est dans un état de déclin sévère, dit Reed, sa voix un monotone rauque et étudié. Il présente des signes classiques de démence à apparition rapide, de paranoïa, de perte de mémoire sévère, d'agitation. Il est profondément confus. À votre avis, est-il capable de gérer ses propres affaires? Absolument pas, dit Reed, le mensonge venant plus facilement maintenant. Il est un danger pour lui-même. Il est incapable de comprendre des questions financières complexes comme, disons, la vente d'une entreprise pour 60 millions d'euros. Il serait très susceptible à l'influence extérieure. Merci, docteur. Rien d'autre à ajouter. Un instant. La voix de Monsieur Wright trancha l'air de la salle comme une lame d'acier. Il se leva, non pas avec agressivité, mais avec une sorte de curiosité polie et létale. J'ai quelques questions pour le docteur, votre honneur. Le juge Anderson hocha la tête. Avocat. Wright se dirigea vers la barre des témoins. Il souriait. C'était le sourire le plus terrifiant que j'ai jamais vu. Docteur Reed, bonjour. Harrison Wright, conseil de Monsieur Shaw. Vous avez brossé un tableau bien sombre. Vous dites être le médecin traitant de Monsieur Shaw. Oui. Je supervise son cas. Je vois. C'est fascinant, dit Wright en sortant un petit dossier. Parce que j'ai le dossier médical complet de Monsieur Shaw ici, remontant à 20 ans. Son véritable médecin traitant, un certain docteur Harris Patel, le suit depuis 2 décennies, et son dernier examen physique il y a 3 mois l'a déclaré en parfaite santé pour un homme de son âge. Votre nom, docteur Reed, n'apparaît pas une seule fois. Alors, permettez-moi de reformuler, quand avez-vous commencé à superviser son cas? Reed était acculé. C'était une consultation privée à la demande de son gendre. Monsieur Ford était inquiet. Ah, Monsieur Ford était inquiet. Je vois. Et quand a eu lieu cette consultation privée? Je lui ai rendu visite chez lui plusieurs fois. Vous lui avez rendu visite, dit Wright en haussant un sourcil. Chez lui, des visites à domicile. Très démodé. Et quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Reed vit son ouverture. Il la saisit. Ce matin. Je suis allé chez lui ce matin à la demande de Monsieur Ford. Il était profondément agité. Il était confus. Il s'est enfui de la maison. Il criait. Cela a confirmé toutes mes craintes. Donc, vous l'avez vu ce matin, chez lui, a demandé Wright. Oui, vers 7 heures. C'est remarquable, a dit Wright, sa voix pleine d'une fausse admiration. Vraiment incroyable, parce qu'à 7 heures du matin, docteur Reed, Monsieur Shaw était assis dans mon bureau, en ma présence, parfaitement calme, buvant du café et se préparant pour cette même audience. Alors je vous le demande à nouveau, docteur, qui avez-vous vu exactement ce matin? Le sang quitta le visage de Reed. Il était pris dans un mensonge direct et vérifiable. Je dois m'être trompé d'heure. C'était hier. Passons à autre chose, a dit Wright en agitant une main dédaigneuse. Parlons de vos finances, docteur. Vous avez mentionné que vous étiez inquiet pour celles de Monsieur Shaw. Êtes-vous inquiet pour les vôtres? Jennings, l'avocat de Ryan, sursauta. Objection. Pertinence, votre honneur. C'est tout à fait pertinent, votre honneur, a tonné Wright. Cela touche directement au mobile et à la crédibilité de ce témoin. Rejeté, a claqué le juge. Répondez à la question, docteur. Reed était pâle. Je ne vois pas ce que mes finances personnelles. Ah non? Wright se dirigea vers un chevalet juridique et y plaça un grand document. C'était un relevé bancaire. Reconnaissez-vous ce compte, docteur? C'est un compte offshore aux îles Caïmans. À votre nom? C'est privé. Plus maintenant, dit Wright. Maintenant, regardons ça. Un paiement, et un autre, et un autre. Des paiements bimensuels provenant d'une société écran appelée RF Import. Connaissez-vous RF Import? Le docteur Reed ne dit rien. Il transpirait simplement. Laissez-moi vous aider, a poursuivi Wright.
RF Import est une société écran détenue par Monsieur Ryan Ford, le gendre de votre patient. Reid tourna la page pour montrer une feuille de résumé. Depuis 6 mois, Dr. Reid, vous recevez des paiements de Monsieur Ford sur ce compte offshore. Le total, la semaine dernière, s'élève à 310 000 €. La salle d'audience était absolument silencieuse. Ryan avait l'air d'aller vomir. Alors, docteur, la voix de Reid baissa pour devenir un grognement calme et létal. J'ai 2 questions pour vous. Premièrement, est-ce que 300 000 € est votre tarif standard pour traiter la paranoïa sénile? Reid secoua simplement la tête, muet. Deuxièmement, dit Reid en se rapprochant. Mon enquêteur a découvert que ce compte est directement lié à plusieurs sites de paris sportifs en ligne. Est-il vrai, Dr. Reid, que vous avez plus de 300 000 € de dette envers le bookmaker personnel de Monsieur Ryan Ford? Reid a craqué. Ce ne fut pas une lente décomposition. Ce fut une implosion complète et fracassante. Il laissa échapper un sanglot étranglé. Il me tenait, hurla-t-il, les mots s'arrachant de lui. Il possédait ma dette. Il a dit qu'il me ruinerait. Il a dit qu'il me dénoncerait au Conseil de l'Ordre. Il m'a dit que le vieil homme était déjà confus. Il a dit que ce serait facile. Il sanglotait maintenant. Un homme pathétique et brisé. Il a dit qu'il avait juste besoin d'un avis médical pour protéger sa famille. Il m'a donné la fiole. Il m'a dit quoi dire. C'était tout lui. Il a tout planifié. Il m'a forcé. Il s'effondra en avant, enfouissant son visage dans ses mains, tout son corps tremblant. Le juge regardait, horrifié. Les doigts de la sténographe volaient. L'avocat de Ryan, Jennings, s'assit lentement, son affaire, sa carrière, s'évaporant sous ses yeux. Et Ryan resta simplement assis là, figé, son masque de santé mentale complètement disparu, ses yeux écarquillés et vides. Il avait perdu, et il le savait. La confession du docteur Reid flottait dans l'air, épaisse et toxique. L'homme sanglotait à la barre des témoins, une flaque grotesque d'être humain. Mais Ryan Ford n'avait pas fini. Il n'allait pas se laisser abattre si facilement. Il bondit de sa chaise, le visage un masque de rage tordue et violette. Il pointa un doigt tremblant, non pas vers Reid, mais vers moi. Il ment, hurla Ryan, sa voix se brisant. Le docteur ment. Il est de mèche avec lui. C'est mon beau-père le fou. Il a empoisonné sa propre fille. C'est ce qui s'est passé. Il a agressé Emily au restaurant. Il est sénile. Il est violent. Arrêtez-le. Il se désagrégeait. C'était une tentative désespérée et chaotique de jeter de la boue dans toutes les directions, en espérant qu'une partie collerait. Son propre avocat, Jennings, resta simplement assis là, la tête dans les mains, ayant complètement abandonné. La salle d'audience était en plein chaos. L'huissier criait pour obtenir l'ordre. Le juge Anderson frappa de son marteau, le craquement sec coupant le bruit. Silence. Silence dans ce tribunal. La salle se calma. Le juge regarda l'épave sanglotante du docteur Reid. Il regarda le Ryan Ford hurlant et frénétique. Et puis il me regarda. J'étais le seul dans la pièce à être parfaitement calme. J'étais juste assis là, les mains croisées sur la table. Monsieur Shaw, dit le juge Anderson, sa voix basse et lourde. Vous êtes resté assis ici et avez écouté des accusations extraordinaires. La requête devant moi dit que vous êtes incompétent. Le témoin dit qu'il a été payé pour mentir à ce sujet et votre gendre vous accuse maintenant de tentative de meurtre sur votre propre fille. Avez-vous quelque chose à dire? C'était le moment. Monsieur Wright posa une main rassurante sur mon bras. Je me levai lentement. J'ai boutonné ma veste de costume. Je me suis tourné non seulement vers le juge, mais aussi vers le petit public stupéfait. Oui, votre honneur, j'en ai. Ma voix était calme. C'était la voix d'un PDG, pas d'une victime. La vérité, dis-je, est toujours plus simple que les mensonges. Et la vérité est la suivante. J'ai regardé Ryan. Ses yeux étaient écarquillés, brûlants de haine. Ma fille Emily a bien tenté de me droguer hier soir. C'est vrai. Elle a versé une poudre dans mon verre de vin. Une poudre que le docteur Reid ici présent, j'ai hoché la tête en direction du médecin sanglotant, assis gentiment fourni.
Un médicament conçu pour me faire paraître confus, paranoïaque et sénile. J'ai fait une pause, laissant la salle absorber l'information. Mais elle a fait une erreur. Elle a bu le mauvais verre. Un hoquet collectif s'éleva de la galerie. Les yeux du juge Anderson s'écarquillèrent. Ça, ai-je poursuivi, c'est le quoi. Mais le pourquoi. Le pourquoi est tellement plus intéressant, et il a tout à voir avec mon gendre. J'ai tourné toute mon attention vers Ryan. Votre honneur, mon gendre, Ryan Ford, a orchestré toute cette affaire, mais ses motifs ont été mal compris, même par moi, jusqu'à 6 heures ce matin. J'ai vu une lueur de nouvelle peur dans les yeux de Ryan. La peur de l'inconnu. Il n'a pas fait ça juste pour mettre la main sur mes 60 millions d'euros. Il l'a fait parce qu'il était désespéré. J'ai laissé le mot flotter dans l'air. Vous voyez, depuis un an, Monsieur Ford me pose des questions étranges sur mon entreprise. Pas sur les bénéfices, pas sur les options d'achat d'actions, sur la logistique. Sur mes conteneurs d'expédition, ceux que nous utilisons pour expédier des composés biologiques hautement contrôlés dans le monde entier. Le visage de Ryan passa du blanc à un gris verdâtre maladif. Il savait où j'allais. Je pensais qu'il était juste curieux, ai-je dit. Mais il ne l'était pas. Il m'utilisait. Il utilisait les voies d'expédition propres et approuvées par le gouvernement fédéral de mon entreprise pour faire entrer en contrebande ses propres marchandises illégales dans ce pays. L'avocat de Ryan, Jennings, qui avait été vaincu, leva soudain les yeux, son visage un masque de pure terreur. Il n'en avait clairement aucune idée. Mon accord de 60 millions d'euros n'était pas son but, votre honneur. C'était son problème. C'était sa condamnation à mort. J'ai regardé à nouveau le juge qui se penchait en avant, suspendu à chacun de mes mots. Parce qu'au moment où j'ai signé cette vente, cela a déclenché un audit fédéral obligatoire de fond en comble de chaque actif, de chaque compte bancaire et de chaque manifeste d'expédition des 5 dernières années. Un audit qui devait commencer la semaine prochaine. Je me suis retourné vers Ryan. Il secouait la tête en murmurant « Non, non, non ». Ryan savait qu'il était fini, ai-je dit, ma voix résonnant dans la salle morte et silencieuse. Il savait que l'audit l'exposerait. Il savait que le FBI serait à sa porte. Alors, il a mis son plan d'urgence à exécution. Il ne pouvait pas arrêter l'audit, mais il pouvait y échapper. Son plan était simple. Droguer son beau-père confus. Faire déclarer par son médecin corrompu que j'étais sénile. Faire en sorte que sa marionnette, ma fille, l'aide à demander au tribunal une mise sous curatelle d'urgence. Et une fois qu'il aurait le contrôle légal de mes 60 millions d'euros, il allait disparaître. Il allait prendre le travail de ma vie et fuir le pays, laissant ma fille porter le chapeau pour tout. C'est là que Ryan a craqué. Ce n'était pas un mot. C'était un rugissement. Un cri primal de rage pure et acculée. Vieux salaud. Il a sauté par-dessus la table de la défense, sa veste de costume volant, son visage violet, ses mains griffues, visant ma gorge. Il était rapide, mais pas assez. Avant même qu'il ait franchi la table, 2 hommes au dernier rang se sont levés. Ce n'étaient pas des huissiers. Ils étaient grands, en forme et portaient des costumes qui ne venaient pas d'un grand magasin. Ils se sont déplacés avec une vitesse terrifiante. Ils ont intercepté Ryan en plein vol, le plaquant au sol dans un enchevêtrement de membres et de laine chair. Il a heurté le sol avec un bruit sourd et écœurant. « Non, lâchez-moi. Je vais le tuer. Je vais te tuer. » a-t-il crié, sa salive volant. L'un des hommes tirait déjà les bras de Ryan derrière son dos, le clic, clic, clic des menottes résonnant dans la salle d'audience. L'autre homme s'est levé, époussetant sa veste, et a présenté un badge au juge stupéfait. « Agent spécial Davis, FBI, » a-t-il dit calmement, comme s'il faisait ça tous les jours. Monsieur Wright a contacté notre bureau à 6h30 ce matin. Nous étions ici pour observer le témoignage concernant l'audit fédéral. Il a fait un signe de tête à son partenaire qui traînait un Ryan hurlant et se débattant. Ryan Ford, a dit l'agent Davis, sa voix tonnant. Vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre une fraude, contrebande inter-État et corruption d'un fonctionnaire médical. Vous avez le droit de garder le silence. Je suis resté là à regarder. J'ai regardé le docteur Reed sangloter à la barre. J'ai regardé Ryan, mon gendre, un animal ruiné et hurlant, traîné hors de la salle d'audience. J'ai regardé Monsieur Wright, qui rangeait calmement sa mallette. La guerre était finie,
et j'avais gagné. La salle d'audience a sombré dans le chaos. Le juge Anderson frappait de son marteau, mais le bruit des agents du FBI maîtrisant Ryan et du docteur Reed se lamentant à la barre des témoins le couvrait. L'huissier a finalement annoncé que l'audience était suspendue indéfiniment. Ryan et Reed ont tous deux été emmenés menottés. Je les ai regardés partir, les yeux de mon gendre brûlant d'une haine si pure qu'elle en était presque belle. Ils ne se cachaient plus. Le monstre était enfin pleinement exposé. Wright m'a tapé sur l'épaule. « C'est fini, Peter. »« Non, » ai-je dit, la voix lourde. « Pas encore. Il y a une dernière chose. » Je ne l'ai pas attendu. Je suis sorti du palais de justice, passant devant les journalistes stupéfaits qui criaient déjà mon nom, et je suis monté à l'arrière de ma voiture. J'ai dit à mon chauffeur de m'emmener à l'hôpital Saint-Jude. Le chaos de la salle d'urgence s'était calmé. Maintenant, Emily était dans une chambre privée au 4e étage, le service psychiatrique. Un policier à l'air ennuyé était assis devant sa porte. Il m'a reconnu grâce aux informations, qui explosaient déjà sur toutes les télés du hall, et il a hoché la tête, me laissant passer. J'ai poussé la porte. Elle était assise dans le lit d'hôpital, baignée dans la dure lumière de l'après-midi. La perfusion était toujours scotchée à son bras. Son visage était pâle et marbré, ses cheveux un désordre emmêlé. Ce n'était pas mon Émilie brillante et pleine de vie. C'était une coquille vide. La télévision dans le coin de sa chambre était allumée, le volume bas. Un présentateur de nouvelles locales parlait avec urgence, mené hors du palais de justice menotté. Ryan Ford, gendre du philanthrope milliardaire Peter Shaw, a été arrêté pour des accusations de contrebande et de fraude fédérale. Il montrait les images, la vidéo de Ryan me plaquant, des agents du FBI le maîtrisant. Emily regardait, tout son corps tremblant, des larmes silencieuses coulant sur son visage, créant des taches sombres et humides sur la fine blouse d'hôpital. Elle a levé les yeux quand je suis entré. Ses yeux étaient écarquillés, non pas de culpabilité, mais de la terreur d'être prise. « Papa » a-t-elle murmuré, sa voix un croassement brisé. « Papa, quoi, qu'est-ce qui s'est passé ?»« Je viens de me réveiller. J'ai vu ça aux infos, Ryan. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait ?» Elle mentait. Même maintenant, après tout, son premier instinct était de mentir. De jouer la victime, de prétendre qu'elle n'était qu'une spectatrice confuse et innocente dans les décombres de la vie qu'elle avait aidé à détruire. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas crié. Je ne ressentais rien d'autre qu'une fatigue profonde, jusqu'aux os. La rage avait disparu, consumée dans la salle d'audience. Il ne restait que les cendres. Je me suis dirigé vers la fenêtre et je suis resté là, à regarder la circulation de la ville. Ils l'ont arrêté, Emily, ai-je dit, ma voix plate. Mais pourquoi ? Sanglota-t-elle en s'agrippant à la fine couverture de l'hôpital. Contrebande, fraude, je ne comprends pas papa, je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas qu'il faisait tout ça. Je pensais juste. Je me suis tourné pour la regarder. Son beau visage, si semblable à celui de sa mère, était tordu en un masque de tromperie. Et pour la première fois, je l'ai vu clairement. Non pas comme ma fille, mais comme sa complice. Tu savais, Emily, ai-je dit. Ma voix était calme, mais elle a tranché ses faux sanglots comme un rasoir. Elle a arrêté de pleurer, son souffle se coupant. Quoi ? Tu savais, ai-je répété en me rapprochant du lit. Tu ne savais pas pour la contrebande. Je te l'accorde. Il était probablement assez malin pour te tenir à l'écart de cette partie. Mais tu savais pour le reste. Non, papa. Tu savais que tu allais me droguer, ai-je dit, ma voix inflexible. Tu savais que tu allais à une audience ce matin pour me faire déclarer fou. Tu savais que le docteur Reed était un imposteur. Tu savais que tu aidais ton mari à voler 60 millions d'euros à ton père. Ça, tu le savais. Elle m'a regardé, les yeux écarquillés de panique. Les mensonges avaient disparu. Seule la vérité restait. Tu l'as choisi, Emily, ai-je dit, la lassitude m'envahissant. J'ai passé 40 ans à construire une vie pour nous, pour toi. Il a passé 6 mois à te murmurer du poison à l'oreille. Et tu l'as choisi. Tu as choisi l'argent. Ce n'était pas comme ça, a-t-elle plaidé, les larmes maintenant réelles. Il m'a convaincu. Il a dit que tu perdais la tête.
Il a dit que tu allais perdre l'argent. Il a dit que c'était le seul moyen de te protéger. Et tu l'as cru, ai-je demandé. Tu as cru l'homme qui ne pouvait pas garder un emploi plutôt que le père qui t'a donné le monde? Tu l'as cru au point que c'est toi qui tenais la fiole. C'est toi qui l'as versé dans mon verre. Elle n'avait pas de réponse. Elle s'est juste effondrée, se repliant sur elle-même. Ses sanglots maintenant le son brut et laid du vrai désespoir. Le son d'une personne qui avait tout perdu. Je suis resté là longtemps à regarder ma fille pleurer. J'avais gagné. J'avais protégé mon héritage. J'avais démasqué les criminels. Mais j'avais perdu ma petite fille. Je l'avais perdue il y a des années et je n'avais tout simplement pas voulu le voir. Il est parti, Émilie, ai-je finalement dit, ma voix vide d'émotion. Et la femme qui a essayé de me droguer, elle est partie aussi. Je ne sais plus qui tu es. Le souffle d'Émilie se coupa, et ses yeux, qui avaient été ternes, étaient maintenant écarquillés d'une nouvelle sorte de terreur. La prise de conscience de ce qu'elle avait fait et de ce que cela signifiait s'abattait enfin sur elle. La prison, a-t-elle murmuré, sa voix tremblante. Oh mon Dieu, papa. Ryan, le docteur Reed, le complot. Je vais aller en prison. Je vais tout perdre. Elle a commencé à sangloter, les cris désespérés et les de quelqu'un qui venait de perdre le monde entier. Je l'ai observée pendant un long et froid moment. Je ne ressentais rien, ni pitié, ni colère, juste une finalité. Je n'étais plus son père. J'étais sa nouvelle réalité. Non, ai-je dit. Ma voix était calme, mais elle a traversé ses sanglots et les a arrêtés instantanément. Elle a levé les yeux vers moi, confuse, son visage un désordre de larmes et de mascara bavé. Tu ne vas pas aller en prison, Émilie. Je me suis dirigé vers la chaise près de son lit et je me suis assis. Je n'étais plus le vieil homme brisé. J'étais l'homme qui venait de conclure un accord de 60 millions d'euros, et je structurais maintenant le prochain. Je vais utiliser mon argent, ai-je dit, tout, pour arranger ça. Je vais engager la meilleure équipe juridique du pays. Ils plaideront que tu as été victime de coercition, que tu as été manipulé par ton mari, que tu as souffert d'une dépression mentale temporaire. Ils te garderont hors de prison. J'ai vu une petite et pathétique lueur d'espoir s'allumer dans ses yeux. Papa. Je vais aussi, ai-je poursuivi, payer pour que tu ailles dans le meilleur centre de réhabilitation du pays. Pas pour la drogue, Émilie, pour ton caractère. Tu vas passer des mois, peut-être des années, en thérapie à apprendre la responsabilité, l'éthique et les conséquences de tes actes. Son espoir grandit. Elle voyait une issue. Elle voyait le filet de sécurité. Oh, papa. Merci. Je ferai n'importe quoi. Mais, ai-je dit, et ce seul mot, ce simple mot a aspiré tout l'air de la pièce. Son sourire s'est figé. Mais, ai-je répété en me penchant en avant, les 60 millions d'euros sont maintenant dans une fiducie. Ma fiducie. J'en suis le seul administrateur. Tu n'en verras jamais un seul centime. Tu n'auras pas d'allocation. Tu n'auras pas de carte de crédit. Tu n'auras pas de nouvelle voiture. Les avocats et les médecins seront payés directement par moi. Son visage s'est décomposé. Mais, tu n'hériteras de rien, Émilie. Pas avant que tu ne sois une personne différente. Pas avant que je ne décide que tu le es. Tu n'auras rien. Tu seras, pour la première fois de ta vie, vraiment pauvre. Elle me regarda, sans comprendre. Mais comment vais-je vivre? Comment vais-je manger? J'ai souri. Ce n'était pas un sourire aimable. Oh, tu auras un travail. Un travail? Oui, tu travailleras. Tu auras un travail au salaire minimum, et tu apprendras, peut-être pour la première fois, ce que signifie gagner son propre argent. Et ton nouveau patron? Eh bien, j'ai déjà tout arrangé. Je me suis levé. Il viendra te chercher quand tu sortiras. Qui? A-t-elle murmuré. Qui est-ce? Je l'ai juste regardé. Je n'avais pas besoin de répondre. 6 mois plus tard, j'étais dans ma même vieille maison de plain-pied. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres, illuminant les grains de poussière dansant dans l'air. J'étais assis dans le vieux fauteuil de Laura, lisant un livre. J'étais enfin en paix. La sonnette a retenti. J'ai ouvert. C'était Evan, le jeune serveur de l'orangerie.
Il ne portait plus d'uniforme de serveur. Il portait un costume élégant et bien coupé, tenant une mallette en cuir. Il était mon nouveau gestionnaire financier personnel, et il valait chaque centime de son salaire à 6 chiffres. Monsieur Shaw, dit-il en entrant. Il était tout à fait professionnel, mais ses yeux étaient toujours bienveillants. Evan, comment vont les choses, ai-je demandé en me dirigeant vers la cuisine pour nous servir du café. Les marchés sont stables, dit-il en me suivant et en ouvrant sa mallette sur ma modeste table de cuisine. Le financement de la fondation est sécurisé et j'ai le premier rapport du refuge. Le refuge? Celui que j'avais financé avec les 5 premiers millions d'euros. Un endroit pour les gens qui n'avaient nulle part où aller. Et, ai-je demandé. Evan a baissé les yeux sur son rapport. Emily Shanford a terminé sa première semaine de travail complète. Elle est de nuit. Son superviseur dit qu'elle était obéissante mais lente. Lente, c'est bien, ai-je dit, tant qu'elle est minutieuse. Oh, elle était minutieuse, a dit Evan, un petit sourire sinistre jouant sur ses lèvres. Elle est affectée à l'assainissement pour le premier mois. Elle a nettoyé parfaitement toutes les toilettes des 3 ailes. J'ai pris une gorgée de mon café. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine le vieux chêne que Laura et moi avions planté ensemble il y a 40 ans. Les feuilles commençaient à peine à dorer. Bien, ai-je dit, ma voix calme. C'est bien. Je me suis retourné vers Evan. D'accord, fils. Parlons des projections trimestrielles. J'étais enfin, vraiment, en paix. Cette histoire est une leçon puissante sur la façon dont la cupidité et le sentiment de droit peuvent complètement aveugler les gens à la vérité. Emily et Ryan étaient si concentrés sur les 60 millions d'euros qu'ils ont grossièrement sous-estimé l'homme qui les avait gagnés. Ils ont vu un père fragile et oublieux, pas le brillant PDG qui avait toujours 10 longueurs d'avance. Cela prouve que la vraie force ne réside pas dans le luxe que l'on affiche, mais dans la résolution silencieuse et calculée que l'on possède. En fin de compte, l'histoire montre que les actions ont des conséquences graves qui changent la vie, et que parfois le seul chemin vers la rédemption est de tout perdre pour apprendre la valeur de l'intégrité. Qu'auriez-vous fait à la place de Peter? Sa décision finale était-elle un acte de justice?